qu'on a eu un premier contrôle de l'inspection du travail. Et là, elle nous dit, je vais vous faire fermer. Donc là, tu tombes un peu de haut, tu te retrouves pendant 7 heures, 300 questions avec un enquêteur devant toi. C'est assez drôle. D'un côté, en audition pénale pendant 7 heures où tu sors, tu as l'impression d'être un criminel. Et le lendemain, tu es convoqué à l'Élysée pour contremettre un diplôme d'entreprise en hypercroissance. On a vécu clairement un acharnement. Et donc, on se dit, en fait, on va tenter un dernier truc. Le vrai déclic, c'est quand j'ai compris que créer son propre job, c'était beaucoup plus facile que de trouver le job de tes rêves. Faut pas avoir de crainte, faut foncer, puis je vais vivre au fur et à mesure les choses que je devrais vivre. Oui, c'est énorme de passer d'1,7 million à 17 millions, mais en réalité, on est sur un marché de 2 milliards. Salut Lucas. Salut Alec. Comment tu vas? Super bien, je suis en pleine forme. Eh bien écoute, merveilleux, je suis très content de t'avoir ici sur le plateau. Un parcours dingue, bravo pour ce que vous avez réussi à mettre en place. Je te le disais en off, moi je trouve que c'est une idée de génie et c'est que le début, on en parlait également. Donc aujourd'hui, tu as réinventé un métier vieux de 100 ans en créant l'auto-école en ligne, le permis libre. C'est le nom de ton entreprise. Vous fêtez vos 10 ans cette année. Félicitations. On en parlait également tout à l'heure. 17 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Tu fédères une équipe d'une 60aine de personnes aujourd'hui. Le permis libre, c'est près de 550 villes. Vous avez plus de 500 000 candidats inscrits, ce qui est énorme depuis le début. Et vous faites passer 15 000 permis environ par an. Une belle réussite. Qui n'était pas du tout gagné d'avance. On le verra, il y a eu plein d'embûches au travers de ce chemin qui t'a demandé une grosse dose de résilience, surmonter ces challenges qui ont marqué les premières années d'existence, notamment de cette activité. Challenge que beaucoup d'entrepreneurs n'auraient pas su gérer de la même façon peut-être. Tu nous expliqueras ce combat de toutes ces années au travers de ce récit, les leçons qu'il y a eu derrière et cette réussite. Mais avant ça, j'ai envie de revenir sur ton parcours, notamment ton premier déclic. Aujourd'hui, donc, tu as 31 ans, tu as grandi à Lyon et à l'origine, tu te destinais à une carrière notamment dans le domaine du bâtiment, plus précisément dans la conduite de travaux. Tu as donc fait des études dans ce domaine et en ce sens. Et lors de ta licence de management et de gestion, tu as un fameux premier déclic. Tu as l'envie de créer quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus ambitieux. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce moment et ce qui crée ce déclic? Merci pour l'intro, c'est hyper complet et j'ai presque plus rien à rajouter. Moi aujourd'hui, je te le dis, hein, je suis super content d'être là et de participer et d'échanger avec toi durant ce podcast. Aujourd'hui, je représente quand même toute une équipe. Donc c'est moi qui ai la chance d'être devant toi et de partager tout ça, mais je ne pourrais pas faire tout ça tout seul et heureusement qu'on a toute une équipe derrière. Si on repart un peu du début, en effet, au tout départ, je voulais travailler dans le bâtiment et tous mes jobs d'été, à partir de 16 ans, j'ai commencé à travailler sur chantier pour apprendre en fait ce métier dans le bâtiment. Je voulais faire de la conduite de travaux, donc gérer des projets, des chantiers, des projets un peu gros et assez intéressants. Et en fait, donc, après le bac, je suis parti en DUT génie civil pour que ce soit vraiment dans le secteur. Et en fait, c'est devenu hyper technique. Et en fait, la suite du DUT, c'était plus de partir dans une école d'ingé. Et là, moi, je me suis dit, en fait, l'école d'ingé, c'est passionnant, il y a plein de choses à apprendre. Et puis, c'est la suite logique pour ce métier, mais ça devenait trop technique pour moi et un peu trop scolaire. Et donc là, j'ai eu un premier déclic où je me suis dit, en fait, peut-être que finalement, c'est pas travailler dans le bâtiment que je veux faire, ou c'est peut-être pas de cette manière. Et donc, j'ai cherché une suite à mon DUT. Et là, j'ai choisi une école qui est l'IFAG, et j'ai fait un bachelor en management de gestion avec un fil rouge entrepreneuriat tout au long de cette année-là. Donc, c'était un bac+3. Ce bac+3, j'ai pu la faire en alternance en promotion immobilière pour faire le lien avec le monde du bâtiment que j'avais un peu appréhendé au départ. Et après, en fait, tout au long de cette année, j'avais finalement plus qu'une idée en tête, c'était d'entreprendre. Donc c'est ça qui m'a bien animé en fait durant cette année scolaire. Mais je me servais finalement de cette année à l'école
pour essayer de construire un projet. Donc j'ai réfléchi à plein d'idées et c'est là que autour d'une discussion avec Romain, donc, qui est mon associé aujourd'hui et ami depuis très longtemps, on s'est dit en fait, lui aussi avait envie d'entreprendre et on s'est dit bah go quoi, on y va. C'est parti, c'est maintenant. Et donc là, on avait 21, 22 ans. Lui faisait du droit. Moi, j'étais du coup en licence de management de gestion. Et donc, finalement, on s'est dit, bah, en fait, à la fin de notre année, on y va, on se lance. Et donc, on avait l'intention de se lancer et pas spécialement d'idée sur un business en particulier. Et donc, on regardait un peu tout autour de nous, tout ce qui se passait. Et assez rapidement, finalement, on s'est imprégné des marchés qui arrivaient de manière assez massive en France, type Airbnb ou Uber, avec tous ces modèles de plateformes en fait, de mise en relation qui permettaient de débloquer pas mal de choses. Nous, c'était l'âge où on sortait pas mal et du coup, on profitait à fond de l'arrivée de Uber. C'était hyper facile, beaucoup plus fluide pour rentrer de soirée. Et Airbnb pour voyager, c'était assez ouf l'offre proposée. Et donc, on s'est dit, en fait, il faut qu'on construise un business qui vient réinventer quelque chose qui existe déjà. Et là, très, très vite, on s'est positionné sur le marché du permis de conduire. Et donc, on s'est dit, en fait, le permis de conduire, c'est un marché déjà qui est très gros. Ça, je l'ai appris au début, mais c'est le premier examen de France. C'est-à-dire que tu as 1 200 000 candidats qui passent le permis chaque année. Le baccalauréat, c'est environ 750 000. Donc, tu as beaucoup plus de gens qui passent le permis que qui passent le bac. Donc, c'est un gros marché et donc, qui concerne évidemment tout le monde. En fonction de certains des auditeurs pourraient se dire, mais en fait, non, à Paris, tu passes plus le permis. En fait, si, à Paris, tu passes toujours le permis parce qu'en fait, tu vas en avoir besoin. Et on l'a vu pendant les années, notamment Covid, où d'un coup, tu te dis, en fait, j'ai envie de quitter Paris, de bouger. Voilà, donc tu as toujours besoin de passer le permis. On a aussi beaucoup d'études qui montrent que finalement, le permis est toujours hyper attractif et c'est un vrai sésame dont on a envie d'avoir. Et donc, nous, on s'est dit, go, on se lance là-dedans. On va réfléchir comment on peut réinventer la manière de passer le permis. Et là, c'était assez marrant parce qu'en fait, on a regardé comment fonctionnait une auto-école. Nous, la seule fois où on était allé dans une auto-école, c'est quand nous-mêmes, on avait passé notre permis. Et en plus, ça s'était super bien passé. Donc, du coup, on avait plutôt une bonne expérience. Et donc, on regarde un peu comment fonctionne une auto-école et on s'aperçoit qu'une auto-école, c'est une toute petite structure qui a été montée par un gérant qui est dans 95% des cas enseignant de la conduite et qui continue d'enseigner. Et avec dans son équipe un enseignant supplémentaire, et plus peut-être une personne qui fait du secrétariat pour gérer l'activité. Et là, en fait, on s'est dit, tout ce que fait la personne au niveau du secrétariat, on peut l'automatiser, donc on peut changer beaucoup de choses là-dessus. On peut gagner, être beaucoup plus efficace dans la manière d'appréhender ce modèle d'auto-école. Et surtout, en fait, c'est un modèle qui marchait bien, mais en même temps qui ne répondait pas à toutes les attentes de tout le monde. Notamment, t'as le moniteur donc, qui travaillait sous l'enseigne d'une auto-école, donc dans le cadre de l'auto-école. Le gérant qui fait une grosse partie de son temps, il le passe à enseigner, mais derrière, il a aussi une grosse partie que personne ne voit, mais qui est pour gérer sa boîte, et il est obligé d'être là. Donc, c'est beaucoup de charge mentale, beaucoup de charges de travail en plus en fin de journée ou le week-end. Et puis, de l'autre côté, le candidat, lui, il voit des prix élevés, il voit pas de flexibilité. Voilà, il y a plein de points à améliorer. Donc, en fait, on s'est dit, OK, on va faire table rase de tout ça et essayer de reconstruire en prenant, en fait, les acteurs les plus importants de la formation, et c'est le candidat et puis l'enseignant. Donc, vous cherchez une idée, vous identifiez un marché qui est porteur, qui a un potentiel, vous identifiez dans ce marché différentes problématiques que vous pensez pouvoir potentiellement résoudre, et si on arrive à les résoudre, ça va permettre de créer vraiment encore plus de potentiel. Et là, c'est quoi les premières étapes, justement, en 2014, lorsque vous terminez vos études, vous lancez l'activité, la permis libre, du coup, est immatriculé. Au début, la plateforme, c'est pas forcément, j'imagine, ce qu'on connaît aujourd'hui. Non, c'est sûr. En fait, c'est un peu particulier finalement pour notre activité parce que c'est une profession réglementée. Donc, pour exercer, tu as besoin d'un agrément auto-école. Et donc là, commencent les premières à mettre le
premiers pieds dans ce monde d'auto-école. En fait, l'agrément, il est délivré par la préfecture, et la préfecture qui a une session pour délivrer l'agrément, et tu passes devant un jury, et le jury, c'est beaucoup de gérants d'auto-école ou des gens assez proches de ce milieu. Donc, tu ne peux pas arriver en disant, en fait, nous, on va sortir un modèle qui va prendre des parts de marché sur le marché auto-école traditionnel. Donc, en fait, on a créé une auto-école classique, tradie. Pour l'agrément, tu as un espèce de cahier des charges. C'est pour ça qu'en fait, ce qui nous a guidés dès le départ, c'est répondre au cahier des charges d'agrément, trouver un local, acheter une voiture double commande, recruter un premier moniteur parce qu'il faut quelqu'un qui ait le diplôme d'enseignant, et nous, on ne l'avait pas. Donc voilà, tu as quelques choses à cocher pour te lancer. Prérequis, ouais. Et donc ça a un peu drivé notre lancement et le début. Il a fallu aussi trouver un peu de fonds parce qu'en fait, nous, on arrivait sur ce marché, on n'avait pas d'argent. Donc, on a mis tous les deux avec Romain 2 500 € dans la boîte. Et derrière, on allait chercher un peu de dette. Donc, des prêts étudiants de notre côté, même si on n'avait pas d'études à coller en face, mais c'était un moyen assez facile de mettre un peu d'argent dans la société. Et puis un prêt société. Et donc, tout ça, en fait, ça a vraiment drivé le début. Et on a obtenu notre agrément en décembre 2014. Donc, à partir de là, en fait, on pouvait exercer et on avait le droit de vendre des heures de conduite. Parce qu'en fait, l'agrément auto-école te permet de pouvoir vendre des heures de conduite et de pouvoir rémunérer des enseignants. Voilà, c'est faire de la conduite à titre onéreux, quoi. Donc, c'était indispensable pour nous. Et donc là, au début, on s'est lancé comme ça. Ça, c'était début 2015. 15 jours avant de vraiment rendre le projet un peu public, parce qu'en fait, vu que pour avoir l'agrément, il ne fallait rien dire à personne, c'était la stratégie qu'on avait prise de rester vraiment off. Même nos amis ne savaient pas, en fait, on n'en avait jamais parlé. Pourquoi vous ne vouliez pas en parler ? Parce qu'en fait, on s'était dit, à partir du moment où tu commences à en parler un petit peu, ça va se savoir, donc c'est très cool, hein, tu fais un super projet, tu as une vraie ambition, voilà. Sauf que derrière, tu as tout un marché auto-école qui ne veut pas du tout que tu arrives. Et donc, on a choisi plutôt de faire ça un peu plus dans l'ombre pour obtenir notre agrément. Et puis, une fois qu'on avait l'agrément, on allait pouvoir le dire. Okay. Donc, on a attendu d'avoir l'agrément pour pouvoir commencer à en parler. Et donc, on en parle à notre entourage et tout ça. Et puis, 15 jours avant donc ça, c'était en février, enfin, là, on était à peu près en janvier 2015. 15 jours avant vraiment de communiquer, de lancer et de faire rentrer les premiers clients, on reçoit une première mise en demeure d'un syndicat auto-école. Et là, on se dit, OK, waouh, c'est rapide. C'est rapide. Et puis surtout, comment on va faire, quoi. Parce qu'en fait, ça veut dire mettre un avocat dans la boucle. Enfin, voilà, ça devient d'un coup beaucoup plus gros, alors qu'en fait, tu n'as pas du tout de temps ou de ressources à passer là-dessus. Et en fait, ce que le syndicat nous reprochait, c'était d'avoir un projet qui permettait aux candidats de s'inscrire au permis de conduire en ligne et de ne pas le faire dans une agence. Et là, donc, on prend un peu un coup de massue sur nous en se disant waouh, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, on appelle un de nos interlocuteurs à l'époque, qui était notre expert comptable, qui nous accompagnait pas mal. Et il nous dit les gars, c'est rien. C'est même d'ailleurs peut-être un signal qui veut dire qu'en fait, vous avez vraiment une bonne idée, il faut y aller, quoi. Donc, il ne faut rien lâcher. Une mise en demeure, c'est pas grave, il faut foncer. Et donc, on dit OK, go. On continue. On n'avait pas prévu particulièrement de s'arrêter, mais ça nous avait mis un petit coup. Donc, on s'était dit, OK, vas-y, go, on fonce. Et donc, là, on rend le projet public et on commence on a au début une première partie du site internet. Tu disais, en effet, il a évolué au fur et à mesure. Mais ce qu'on commence à faire dès le départ, c'est qu'on crée une auto-école traditionnelle pour l'agrément, mais du coup, qui nous sert aussi à faire rentrer des nouveaux clients pour financer, en fait, le fonds de roulement de la société, payer le salaire du moniteur qu'on avait et commencer comme ça. Donc en fait, on a eu 2 activités, on va dire, pendant les 2 premières années, l'activité plutôt physique et l'activité en ligne. Et là, en fait, c'était un vrai... au début, c'était peut-être un peu plus une contrainte qu'autre chose parce qu'on aurait préféré avoir des fonds pour pouvoir développer le site et puis lancer vraiment le site. Mais en réalité, après coup, c'était une vraie chance de faire ça parce qu'on a pu clairement apprendre et découvrir tout ce monde de l'auto-école de l'intérieur parce qu'on était des gérants d'auto-école. Donc, du coup, on a démarré comme ça. On a eu les premiers clients. Et après, au fur et à mesure, on a continué d'améliorer le site internet. Et puis, petit à petit, on a pu basculer. Et aujourd'hui, la partie classique a complètement disparu. Elle n'existe plus.
Hmm. Et le modèle est hyper intéressant pour les gens, notamment parce que vous démarquez complètement des auto-écoles classiques, ce qui fait que, notamment, de par le fonctionnement, de par le dynamisme, c'est différent, mais aussi par le prix. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, vous passez d'un modèle où, en général, un forfait 20 heures de conduite, c'est plus ou moins 1 200 € pour le client, à 800 €. Comment est-ce que vous faites pour tirer le prix vers le bas, être aussi attractif? En fait, tout à l'heure, je parlais du fait qu'on avait fait un peu table rase sur le Ouais. marché. On a fait pareil sur le modèle économique. On s'est dit, le candidat, il ne faut pas qu'il paye trop cher. Et l'enseignant, il faut qu'il gagne mieux sa vie. Donc, en fait, on est parti un peu de tout ça. Et en même temps, nous, il faut qu'on génère du chiffre parce qu'on ne fait pas ça pour le fun, quoi. Enfin, on fait ça évidemment pour le fun, mais Hmm. il faut quand même qu'on vive. Et donc, du coup, on a un peu décomposé tout ça et on a trouvé le juste prix. Et le juste prix tournait autour de 35% moins cher que ce que pouvait faire le marché traditionnel. Mais ça, on a pu le faire parce que finalement, le modèle est différent. Et donc, le modèle, c'est en fait, on a notre site internet qui met en relation les candidats qui ont envie de passer leur permis avec un réseau de moniteurs qui est indépendant et partout en France. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est quand le candidat nous achète une heure de conduite, nous, dès qu'il l'a acheté, il a son crédit, il va pouvoir la réserver. Et dès qu'il l'a produite, on va rémunérer l'enseignant. Et donc, en fait, finalement, on prend une commission sur l'heure de conduite qui est réalisée. Et donc, c'est complètement différent de l'auto-école traditionnelle qui est amenée à vendre des packs avec des frais de dossier, avec des packs complets qui vont derrière permettre de payer le salarié, toutes les charges de la structure et tout ça. Nous, on est un peu sur un modèle différent. C'est vraiment, en fait, tout passe par nous parce qu'on est une profession réglementée, c'est obligatoire. Mais finalement, on prend une commission sur chaque heure de conduite. C'est ce qui nous permet du coup de réduire en fait les coûts pour le candidat et d'augmenter la rémunération pour l'enseignant. Parce que donc tu disais, le candidat on réduit de 35% et l'enseignant on réussit à augmenter sa rémunération de 40%. Donc en fait, il y a un vrai, c'est un cercle ultra vertueux. Le seul sujet, c'est qu'on prend une commission qui est finalement assez faible, mais on va chercher beaucoup plus de volume. Hmm. Parce qu'une auto-école traditionnelle, en fait, elle est limitée à sa zone de chalandise. Et donc, en fait, elle ne peut pas faire beaucoup de chiffres, quoi. Parce que dès que tu vas déborder un peu plus, bah, en fait, il y aura une autre auto-école. Il y en a 12 000 en France, donc on en a vraiment un peu de partout, quoi. Ouais. Effectivement, on l'évoquait tout à l'heure. L'année dernière, vous avez fait 17 millions de chiffre d'affaires. Une auto-école moyenne, ça fait plus ou moins 150 000 € de chiffre d'affaires. Et le marché global, c'est, tu disais, 2 milliards. 2 milliards, ouais. Donc, c'est juste énorme le potentiel. Et le gros avantage également de par votre modèle, c'est que vous n'êtes ni limité en termes de nombre d'apprenants, ni limité en termes de nombre de moniteurs, ni limité d'un point de vue géographique. Finalement, c'est aussi ça votre grande force pour pouvoir scaler. Bah, c'est clairement ce qui nous permet de faire une belle boîte et de générer du chiffre, en effet. Ouais. Parce qu'on est sur un permis, on va gagner beaucoup moins qu'une auto-école traditionnelle gagnerait sur un permis. Mais par contre, nous, on en fait passer 15 000 par an. Et une auto-école traditionnelle, elle va plus tourner autour de 50 ou 80 par an. Donc en fait, en effet, oui, on a réussi à créer une structure qui est beaucoup plus grosse et qui a beaucoup moins de limites que l'auto-école traditionnelle. Mais d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand on regarde le marché auto-école traditionnelle qui, au début, n'a pas du tout voulu de nous, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gérants d'auto-école qui nous regardent et qui disent, en fait, ça fait 10 ans que vous êtes là, vous existez toujours, donc du coup, ça veut dire que ça fonctionne. Est-ce que j'ai pas intérêt, finalement, à venir travailler avec vous et évoluer un peu comme ça? Et donc, on voit de plus en plus de gérants qui rejoignent nos réseaux d'enseignants. Parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, un gérant d'auto-école, la plus grosse partie de son activité, il la passe en heures de conduite, parce que c'est ça qui lui rapporte, quoi. C'est pas sa gestion d'activité. Et est-ce que tout de suite, vous trouvez votre marché? Tout de suite, vous avez des clients qui veulent venir? Ou est-ce qu'au début, c'est plutôt calme? Est-ce que la problématique, c'était plus peut-être trouver les moniteurs plutôt que de trouver les apprenants potentiels? En fait, au début, notre marché, il existe depuis 100 ans, finalement. Le permis de conduire, à partir du moment où tu fais passer un permis de conduire, voilà, tu es une auto-école, donc tu fais passer un permis de conduire, donc le marché existe. Nous, au début, on a commencé avec cette auto-école traditionnelle et rentrer des clients de manière plus traditionnelle, mais en proposant aussi un service d'accompagnement, de suivi en ligne, de gestion de la formation en ligne.
Donc, on cochait un peu toutes les cases, le tradi plus le en ligne. Et donc ça nous a permis de rentrer des clients pour la formation au permis. Et sur la partie complètement en ligne, ce qu'on a fait, c'est qu'au début, on vendait beaucoup plus de formation au code. Et donc, on s'est beaucoup développé sur la partie code de la route avant de passer sur la partie permis de conduire. Donc finalement, sur la partie 100% en ligne, on n'a pas vraiment réussi tout de suite à vendre des permis de conduire parce qu'on était en 2015. 2015, acheter son permis sur Internet, c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a plein de gens encore qui se posent des questions. Donc, 10 ans auparavant, c'était encore pire. Donc, on a eu un petit temps en fait, d'adaptation, mais compensé par la partie plus traditionnelle qui nous a permis d'avancer. En fait, de toute manière, on n'avait pas le choix. On avait trop de frais engagés à côté, donc il fallait y aller, quoi. C'est à partir de quelle année que tu as vu, vous avez identifié un switch collectif dans l'état d'esprit des gens par rapport à Internet pour pouvoir oser acheter un permis, par exemple, sur Internet? Et c'est une bonne question parce que je ne sais pas si aujourd'hui le switch collectif il est vraiment réalisé encore. D'accord. En fait, donc je te disais, le marché, c'est 1 200 000 candidats. Nous, on fait passer 15 000 permis par an, donc on a à peu près 1% du marché. Et c'est que 1%. Donc c'est avant que le 1%, donc on n'est pas tout seul sur le marché en ligne, mais tous les acteurs en ligne confondus, on doit être à peu près à 5%. Et donc, ça reste encore c'est une petite part de marché par rapport au marché traditionnel. Donc pour le grand public, c'est pas encore totalement adopté. Mais c'est en train de se passer. Il y a plein de choses qu'on travaille, qu'on développe, parce qu'évidemment, on est en croissance, donc on avance. Mais on va connaître, en fait, dans les années à venir, la phase d'accélération beaucoup plus forte, où vraiment le marché s'empare du sujet et ça va beaucoup plus vite. Quand tu lances une activité, qui plus est en partie de zéro, vous aviez que quelques milliers d'euros. Pour donner du contexte aujourd'hui, alors certes, il y a ces fameux 17 millions de chiffre d'affaires dont j'ai parlé tout à l'heure, mais maintenant même, vous êtes coté en bourse. Donc, partir de première idée de business, première entreprise, juste quelques milliers d'euros à côté en bourse 10 ans plus tard, c'est assez incroyable. Quelles ont été les subtilités réglementaires, vu que vous êtes dans une profession réglementée, tu l'as évoqué, auxquelles vous avez fait face, notamment au début, qui auraient pu être des challenges qui littéralement vous auriez fait arrêter le projet? En fait, les subtilités, alors tu en as pas mal parce qu'on a dû se coller à une réglementation auto-école, mais qui a été faite pour une auto-école traditionnelle et qui n'a pas été mise à jour depuis. Et donc nous, quand on arrive en se disant on va réinventer ce modèle et avec un nouveau business où tout est en ligne, où ça va beaucoup plus vite, là tu te heurtes à pas mal de problématiques. Donc il y a les problématiques réglementaires et on a eu la chance d'avoir un gouvernement qui a mis en place pas mal de choses et qui a accéléré beaucoup de choses là-dessus. Dire que en fait, le permis de conduire existe depuis 100 ans et il y a eu énormément de changements depuis la loi Macron 2016. Et là, tu as eu la numérisation de l'inscription au permis de conduire, la privatisation de l'examen au code de la route. Donc maintenant, tu peux passer ton code de la route dans un bureau de poste ou ailleurs. C'est plus le service des permis de conduire comme avant. Tu as la même chose sur la partie permis qui a été ultra modernisée et aujourd'hui qui va beaucoup plus vite. Donc il y a eu beaucoup d'avancées. Et nous, on a été très acteurs en fait dans ce changement. On a fait en sorte que les choses avancent. Ce qui était assez intéressant, c'est que notre vision et celle du gouvernement sur ces sujets était la même. C'est qu'on voulait simplifier la vie des utilisateurs finaux. Donc ça, c'était un point sur lequel on était hyper alignés. Donc s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été des barrières supplémentaires à surpasser. Après, il y a eu tout le volet bataille juridique avec le monde des syndicats auto-école. Parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, quand on a démarré, on a eu une première mise en demeure seulement 15 jours avant de lancer l'activité. Donc c'était finalement quelque chose, ça montrait un peu le ton de ce qui allait se passer, mais on ne s'en rendait pas trop compte. Et en 2016, à partir de 2016, on a eu beaucoup de contraintes par les syndicats d'auto-école ça a duré de 2016 à 2019. Et là, pendant cette période, on a eu 17 contrôles de tous les organes de l'État. Et ça a été très, très intense. Mais on l'a passé, donc aujourd'hui, on a pu mettre ça derrière nous. Mais ça, finalement, après coup, ce que je vois, c'est que ça faisait partie du jeu pour réussir à changer le modèle du permis de conduire et avancer sur ce volet-là. Mais ça a été une période quand même assez dense. Tu peux nous en dire plus justement sur cette période? Comment vous réagissez? Comment vous gérez les choses? Parce que d'un côté, en tant qu'entrepreneur, tu veux être focalisé sur
gérer ta boîte, la croissance, gérer les problématiques auxquelles tu fais face au quotidien, c'est déjà pas simple. Mais là, en plus de ça, il y a, j'ai envie de dire littéralement, excuse-moi du terme, hein, s'il n'est pas approprié, mais un acharnement. Pendant 3 ans, 17 contrôles. Tous les syndicats et tous les organismes vous tombent dessus et vous en font voir de toutes les couleurs. Comment vous gérez la chose avec ton associé, avec toute l'équipe? Bah, c'est assez compliqué parce que tu te retrouves à devoir te défendre de quelque chose que tu ne sais même pas en fait. C'est ça qui est assez drôle, c'est qu'on te reproche quelque chose que tu n'as pas fait. Mais vu qu'on te l'a reproché et que la personne qui te le reproche, c'est une administration, l'entité qui te le reproche, c'est une administration qui est très forte et qui a beaucoup de pouvoir, bah, en fait, tu es bloqué, tu es obligé de te défendre. Et comme tu dis, après, développer l'activité, lever des fonds et rassurer les équipes pour pas qu'en fait, tout le monde quitte le navire. Donc en effet, il y a plein de tâches à gérer. La force dans notre association, c'est qu'on est ultra complémentaires avec Romain et qu'on est deux, au moins deux. Si on avait été tout seul, on aurait été 1000 fois, en fait, aussi bien lui que moi. En fait, c'était trop compliqué. Et donc, en fait, tu dois en fait répartir ton temps sur tous ces sujets. Et donc, tu vas. En fait, si je redonne un peu de contexte sur les attaques des syndicats, alors je dis que c'est les syndicats, mais officiellement, c'est pas vraiment les syndicats. C'est l'administration qui nous a reproché. Sauf que là où les syndicats sont super malins, c'est qu'ils étaient capables de pas dire que c'était eux, mais sur les réseaux sociaux, ils utilisaient les réseaux sociaux pour communiquer auprès de leur communauté en disant on va bientôt faire fermer le permis libre. On a réussi à obtenir un rendez-vous avec le préfet pour qu'il délègue un nouveau contrôle chez le permis libre. Donc en fait, on a appris finalement et vu que ça venait d'eux. En fait, ce qui s'est passé au départ, c'est qu'on a eu un premier contrôle de l'inspection du travail. Donc ils sont venus et d'un coup ils arrivent et là tu te dis waouh, on n'a jamais été préparé à ça en fait. Tu es dans un bureau, tu as toute ton équipe qui travaille, qui n'a qu'une envie, c'est de simplifier l'accès au permis de conduire en France et qui travaille à fond là-dedans. Le projet est super beau et ça fait beaucoup de sens parce que ça répond à une vraie problématique. Et là tu as un contrôle de... Il y a 4-5 personnes qui arrivent d'un coup, qui te montrent la carte en disant nous, on fait partie de l'administration et on vient vous contrôler. OK, qu'est-ce que vous voulez? En fait, on veut voir dans vos ordinateurs qu'est-ce que vous faites, on va vous poser des questions. Donc là, tu tombes un peu de haut, tu te dis c'est quoi cette histoire en fait? Comment ça se passe? Et donc, ça, c'était le premier. Et en fait, il y en a eu 17 comme ça. Donc après, au fur et à mesure, on était un peu plus forgé au sujet. On a développé pas mal de résilience. Mais on est quand même, en fait, ça a été un peu crescendo. C'est-à-dire qu'au début, c'était un simple contrôle. Et l'administration te dira, en fait, on a le droit de contrôler. Oui, ils ont le droit, c'est vrai. Mais quand on regarde autour de nous dans l'entrepreneuriat, on ne connaît pas beaucoup de boîtes. Il y en a, hein, mais on ne connaît pas beaucoup qui ont eu 17 contrôles durant 3 ans. Et donc, au final, on nous reproche de faire... on est soupçonné, c'est même pas reproché, donc c'est un soupçon. Il y avait vraiment un petit truc, mais pas grand-chose, de faire de la dissimulation de salariés avec les moniteurs indépendants. Et donc, le terme est assez fort, en fait, dissimulation de salariés. Et donc, quand tu communiques ça et quand tu es l'administration et tu dis il y a un acteur qui fait de la dissimulation de salariés, d'un coup, ça fait très peur et tout s'acharne un peu contre toi. Et donc, nous, il faut tenir le cap parce qu'il faut continuer de développer et il faut surtout dire à notre équipe que c'est pas vrai. Et sauf qu'au bout d'un moment, tu peux limite tomber dans quelque chose où tu te poses la question, tu te dis mais en fait, est-ce qu'on n'en fait pas finalement de la dissimulation de salariés? Et heureusement qu'au moment où moi je me dis ça, Romain me dit mais t'es fou, pas du tout. Et au moment où lui se dit ça, moi je lui dis non, pas du tout. Et donc tu as les contrôles qui se passent, et puis en fait, ça s'enchaîne et ça s'accélère. Le premier rapport qui tombe. Donc nous, on a fait venir un avocat qui nous accompagne dans toute cette procédure. Et puis après, la préfecture qui apprend la nouvelle d'une société à Lyon qui fait de la dissimulation de salariés. Et pourtant, c'était un sujet qui était confidentiel parce que pour l'instant, c'était ni plus ni moins qu'un soupçon. Mais d'un coup, c'était plus confidentiel. Donc en fait, qui l'a transféré le dossier à la préfecture, on ne sait pas trop, mais on imagine que les syndicats étaient pas mal derrière le sujet. Donc la préfecture apprend ça. Et là, elle nous dit, en fait, je vais vous faire fermer. Et donc, fermeture administrative. Donc, nous, quand on entendait parler de fermeture administrative, on pensait aux boîtes de nuit ou les restaurants qui vendaient de la nourriture qui n'était pas bonne ou les boîtes de nuit avec la drogue et tout ça. Et donc, on se dit, OK, fermeture, ça veut dire quoi en fait? Et en fait, il nous explique le truc. Ça veut dire que là, vous avez 30 jours pour vous préparer, mais dans 30 jours, on ferme la boîte, quoi. Ah ouais.
Et là, on se dit, OK, c'est court, 30 jours. Et puis qu'est-ce que vous voulez qu'on change après? Parce qu'en fait, ils te font fermer 3 mois pour que tu remettes d'aplomb et que tu reviennes. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on change? Qu'est-ce qu'on doit remettre d'aplomb? Bah, je sais pas. OK, donc personne ne sait, mais on va fermer 3 mois. Et donc là, nous, tu dois tout de suite attaquer en référé la décision pour pas fermer 3 mois. En parallèle, rassurer tes équipes parce que vous inquiétez pas, on est toujours là. Mais pour les rassurer, bah, il faut pouvoir leur dire qu'on va continuer de les payer. Pour continuer de les payer, il faut lever des fonds. Donc dans cette période, on a dû aussi aller chercher des fonds, voir des business angels, développer un réseau d'actionnaires. Ouais. On a eu de la chance de trouver les bonnes personnes, du coup de bien s'entourer sur ce volet-là, d'avoir un projet qui était quand même hyper ambitieux, parce que c'est un marché qui est très gros et il y a vraiment de l'avenir, et d'avoir une équipe ultra résiliente. Et c'est ça qui nous a aidé à lever des fonds. Et donc, le jour donc nous, on attaque la décision de fermeture administrative en référé. Et là, donc on gagne cette première décision. Donc, gros soulagement, tu dis OK, c'est fini, on avance et tout ça. Et en fait, tu découvres que la préfecture a le droit de faire appel, alors que c'était au tribunal administratif et que finalement, c'est que l'administration qui s'interpose ensemble. Et donc, ils font appel, ils nous réattaquent, on regagne. Entre-temps, on avait fait des auditions pénales parce que la dissimulation de salariés, c'est du pénal. Donc, tu te retrouves pendant 7 heures, 300 questions avec un enquêteur devant toi qui te manipule comme pas possible pour te faire dire des choses que tu n'as pas envie de dire parce qu'elles ne sont pas vraies. On était chacun dans 2 salles séparées avec Romain. Donc, c'était assez dense, assez intense pendant cette période. Et finalement, donc on sort de toutes ces auditions. On avait en parallèle quelque chose qui nous animait pas mal, c'est que on développait la boîte. Donc en fait, on voyait que ça avançait. Mais en fait, tu fais 2 pas en avant, 1 pas en arrière, parce que dès que tu avances un peu, d'un coup, tu as un article de presse qui tombe et qui te dit que toi, tu vas potentiellement fermer. Donc les clients sont réticents, les moniteurs s'inquiètent. Donc il y a un gros sujet pour rassurer tout le monde. Et ce qui nous animait beaucoup aussi, c'est donc développer notre boîte et puis franchir des nouveaux steps. Parce qu'on a passé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Donc là, c'était à peu près dans cette période-là. On a été remercié et félicité par l'Élysée et notamment la French Tech en tant qu'entreprise en hypercroissance. Donc en fait, c'était assez drôle. Tu es dans une période où tu comprends pas grand-chose. Tu vois, tu es d'un côté en audition pénale pendant 7 heures où tu sors, tu as l'impression d'être un criminel. Et le lendemain, tu es convoqué à l'Élysée pour qu'on te remette un diplôme d'entreprise en hypercroissance. Là, tu te dis, OK, c'est quoi cette histoire, quoi. Mais finalement, c'est aussi ce qui t'aide à tenir le truc et avancer. Et donc là, c'était en 2018. Donc, on a regagné en référé sur l'appel. Et on arrive début 2019. Et là, on reçoit un nouveau courrier, la préfecture qui veut nous faire fermer 6 mois cette fois-ci. Là, on se dit, OK, donc tu parlais d'acharnement, et c'est clairement le sujet. En fait, on a vécu clairement un acharnement. Et là, on s'est dit avec Romain, ça a été un moment assez marquant dans notre histoire parce qu'on s'est vraiment posé et on s'est dit, donc ça faisait déjà 2 ans que ça durait, on s'est dit on repart pas là-dedans, quoi. C'est pas possible, on n'a pas envie. On avait à peu près entre 300 et 400 000 euros de trésor sur notre compte et parce qu'on avait du coup pu lever des fonds. Et là, on se dit repartir sur une procédure qui va durer pour se battre contre on ne sait quoi. En fait, nous, ce qu'on veut juste, c'est faciliter l'accès au permis de conduire, baisser le prix pour les candidats, mieux rémunérer les enseignants et développer notre business, développer une équipe et faire grossir toute la société. Et repartir dans des attaques comme ça, non, on ne va pas y aller, quoi. Et donc, on se dit, en fait, on va tenter un dernier truc, parce que si ça ne marche pas, on arrêtera. Tant pis, en fait, on a 23, 24 ans ou 24, 25. On a toute la vie devant nous, on va faire autre chose, quoi. C'est pas grave, on a vécu un truc qui était hyper intense, on a appris pas mal de choses, mais voilà, on fera autre chose. Et là, on l'a joué beaucoup plus politique, beaucoup plus agressif. Et on a appelé les interlocuteurs qu'on avait, parce qu'on avait réussi à nouer des contacts assez haut placés. C'était assez intéressant de vivre ça dans la vie d'entrepreneur. Et donc, on appelle nos interlocuteurs et on leur dit, en fait, si vous ne nous aidez pas à faire en sorte que cet acharnement se stoppe, parce que le dossier est vide et il n'y a rien, parce qu'il y avait quand même, du coup, pas mal de contenu sur le fait que des auditions, les moniteurs avaient été contactés, il y avait beaucoup d'éléments, et en fait, c'était vide. Si vous ne faites pas en sorte que le dossier s'arrête parce qu'on veut arrêter l'acharnement, nous, on arrête. Et là, on utilisera l'argent qui nous reste pour faire savoir ce qu'on a vu et faire savoir que finalement, un peu la Startup Nation qu'on vend, finalement, c'est pas tant que ça, en tout cas pas pour nous.
Et là, quelques jours après, on reçoit un appel de notre avocat qui nous dit « Ok, dossier classé sans suite, situation terminée ». Donc ça, c'était en avril 2019. Et là, tout s'arrête. Enfin, toute la partie procédure. Et donc, nous, de notre côté, ça fait presque un manque, en fait. C'est assez bizarre comme truc parce que ça fait un vide de folie où tu as toute une charge mentale qui était vraiment importante, qui tombe. Mais là, limite, tu t'ennuies presque, en fait. Tu vois, c'est assez étrange. Tu t'ennuies, tu te poses la question de ok, c'est un peu comment j'organise mon temps parce que c'est un peu vide. Et en fait, au bout de quelques jours, voire une semaine, tu repartis à fond. Et là, tu développes. À cette époque-là, on faisait à peu près 1,6 million de chiffre d'affaires. Donc, on avait continué de. Tu vois, on faisait 1 million en 2018, 1,6 million ou 1,7 million en 2019. Donc, en fait, on avançait, on développait. Et puis là, en fait, tout s'ouvrait à nous, quoi. Waouh. Et du coup, là, 1,6 million en 2019. Je vais revenir sur ce passage, mais du coup, aujourd'hui, vous avez fait en 2023 17 millions. Ce qui fait qu'en 4 ans, seulement, vous avez multiplié par 10 votre chiffre d'affaires, ce qui est une croissance énorme, alors que déjà dans le passé, vous étiez nommé en tant que start-up tech à la croissance, à l'hypercroissance, etc. Comment tu gères au quotidien, vous gérez au quotidien avec du coup ton associé cette hypercroissance, alors que, je redonne le contexte, à ce moment-là, vous êtes relativement jeune, c'est votre première expérience entrepreneuriale, vous n'avez pas eu d'autres boîtes dans le passé qui peut-être te donnent des leçons et du feedback, etc. C'est nouveau, tout est nouveau finalement à chaque fois. Ouais. Comment vous gérez cette hypercroissance au quotidien et ces nouveaux challenges, ces nouveaux enjeux, ces recrutements stratégiques qu'il faut faire, bien les faire également, prendre les bonnes décisions. Tout ça, on ne l'apprend pas à l'école. Donc, parfois, on a un peu de doute. Comment vous gérez ça? En fait, on a essayé de le gérer au mieux. On n'avait pas la science infuse, on ne l'avait jamais fait. Et d'ailleurs, il y a peut-être des choses qu'on aurait pu mieux faire. En fait, il y a quelque chose qui nous caractérise pas mal avec Romain, c'est qu'on se remet beaucoup en question, constamment. À chaque fois, on se dit, est-ce qu'on fait les bonnes actions par rapport à ce dont la boîte a besoin? Est-ce qu'on a le bon rôle par rapport à ce dont la boîte a besoin? Mais il y a un point après coup, en fait, puisque du coup, maintenant, on est rentré dans une phase, tu as eu la phase d'hypercroissance. Là, après, ensuite, tu as eu la phase plus de structuration, consolidation, pour derrière attaquer une autre phase de croissance forte, mais beaucoup plus, pas sécure, mais beaucoup plus structurée. Donc là, on est en train de sortir de la phase de structuration. Mais donc, quand on était dans la phase d'hypercroissance, après coup, ce qu'on aurait dû mieux faire, c'était penser à la structuration bien plus en avance. Parce qu'en fait, quand tu es dans une phase où tu es drivé par la croissance, tu y vas à fond, là, tu ne te poses pas de questions. Tu recrutes, tu développes. Les personnes qui étaient là au début, tu les fais monter, elles deviennent managers, elles recrutent leurs équipes. C'est elles qui sont avec toi dès le départ. Donc, en fait, elles comprennent à fond le sens, l'ambition que tu as. Tout est fluide et tu y vas, tu ne cherches pas à comprendre. Sauf qu'en fait, pendant cette période, finalement, on a fait des erreurs. C'est-à-dire que tu fais évoluer des personnes comme toi, tu imagines que c'est bon pour elles ou que c'est ce qu'elles veulent. Mais en fait, ce n'est pas forcément le cas. Et donc, tu vas te retrouver avec quelqu'un qui était expert dans son domaine, qui devient manager de 3, 4, 5 ou 10 personnes parce qu'il était là avant et que c'est bien pour toi de le faire monter à ce niveau-là. Mais sauf qu'en réalité, c'est pas forcément faire, il s'est pas formé pour ça non plus, et donc il va faire de nouvelles erreurs. Et en fait, ça multiplié par plein de monde, ça complique pas mal la suite. Et c'est ce qu'on a vécu après. Donc là, on est en train de sortir de la nouvelle phase, mais du coup, on a dû passer par une phase de structuration après. Nous, sinon, comment on l'a géré? En fait, on ne s'est pas vraiment posé beaucoup de questions. C'est go, on y va, on est complémentaires, on a chacun des domaines un peu de prédilection. Donc moi, j'étais plus orienté sur la partie produit, tout ce qui touche à l'utilisateur, marketing et donc la tech. Et Romain était beaucoup plus sur la partie relations clients, relations enseignants et développement plus opérationnel sur le terrain. Donc on avait un peu nos périmètres et nous on se parle beaucoup, on échange tout le temps et donc on avançait comme ça en mode rouleau compresseur. Sauf que tu arrives à un niveau où tu fais quand même beaucoup plus de chiffres et là tu te rends compte que les infos en fait elles sont pas si transversales que ça parce que c'est très tu crées beaucoup de silos et donc c'est pas forcément la bonne situation et donc la bonne solution et donc à ce niveau-là nous ce qu'on a fait c'est qu'on a fait une grosse remise en question et on s'est dit comment on doit fonctionner maintenant pour derrière scaler encore plus parce que
oui, c'est énorme de passer d'1,7 million à 17 millions. Mais en réalité, on est sur un marché de 2 milliards. Donc en fait, notre ambition n'est pas d'atteindre 17 millions, c'est incroyable. Mais c'est passé, c'est fait. L'ambition, elle est beaucoup plus loin pour nous. Et donc du coup, pour faire ça, il faut absolument, on a besoin de se structurer et d'être beaucoup plus pro dans notre approche. Et donc c'est la nouvelle phase dans laquelle on est rentré après, plus en 2022. Et là, on a beaucoup travaillé sur la structuration, la remise en question, avec une question un peu symbolique qu'on s'est posée, c'est qu'on s'est dit, nous, naturellement, de base, vu qu'on a créé la société, on est parti de zéro, et puis c'est nous qui avons créé la boîte, on est placé au sommet si tu regardes la société, on est tout en haut. Mais en fait, qui on est pour être tout en haut, et est-ce qu'on a les compétences? Donc on s'est posé ces questions-là. On s'est dit, est-ce que finalement, il ne faudrait pas recruter quelqu'un pour gérer la boîte, qui pourrait le faire mieux que nous, ou sinon s'améliorer, se faire coacher pour progresser. Et donc, c'est ce qu'on a choisi de faire, on s'est fait accompagner pour être les bons gérants, les bons dirigeants dans cette phase-là et pour la suite. Et ça, on le fait tout le temps, en fait. Ce point-là que tu évoques, il est hyper important pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est cette capacité à se remettre en question sur soi, surtout quand ton entreprise évolue finalement plus vite que ton rythme personnel d'évolution, parce que tu as des problèmes à la hauteur des résultats aussi que tu as, tu as des décisions à prendre qui deviennent de plus en plus importantes, mais du coup, si toi-même, tu n'as pas été formé ou autre à le faire, tu peux malheureusement prendre les mauvaises décisions. Et je pense que ce point-là, cette capacité à se remettre en question, surtout quand c'est ton bébé, que tu as envie de le garder, que tu as envie de le voir grandir, etc., c'est assez intéressant que tu développes justement ce qui vous a poussé à prendre cette décision, typiquement de se dire, OK, déjà, la prise de conscience de la boîte évolue fort, peut-être qu'on n'a plus forcément les compétences. Ça demande, tu vois, de mettre son ego de côté et ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis ensuite, la décision finalement qui est, il y a 3 choix. Soit on accepte la situation telle qu'elle est et on va faire plein d'erreurs et puis peut-être que ça mènera même la boîte droit dans le mur. Soit on va recruter quelqu'un qui est meilleur que nous, mais du coup, il faut savoir le recruter, il ne faut pas se tromper, il faut ci, il faut ça. Il y a d'autres enjeux. Ou soit on va monter en compétence, se faire accompagner pour pouvoir garder les bébés et continuer à l'accompagner, en tout cas tant qu'on peut le faire. C'est l'option que vous avez choisie. Comment déjà ce processus de prise de conscience il a eu lieu et comment ce processus de décision il a eu lieu? La prise de conscience, elle est venue en fait un peu au fur et à mesure, mais quand tu détectes des choses qui ne marchent pas bien. Tu te dis, mais en fait, moi, je communique bien avec mon équipe, Romain communique bien avec son équipe, nous, on communique ensemble, qu'est-ce qui dysfonctionne, en fait? Et en fait, tu te rends compte que les équipes ont besoin aussi de travailler ensemble et qu'elles le font, hein, elles échangent tout ça, mais en réalité, pas forcément sur les bons sujets ou pas avec le bon cadre. Et donc, c'est ça qui a été un peu compliqué. C'est ça, peut-être, qui a fait un peu le déclic qui nous a dit, en fait, il faut réagir, il faut réfléchir à ça. Et un point hyper important pour nous, c'est que notre entourage d'actionnaires et business angels qui nous suivent depuis le début, qui ont des histoires d'entrepreneurs, qui ont une carrière différente, avec plein d'expériences différentes, mais qui nous apportent beaucoup. Ça, nous, on va chercher beaucoup d'infos là-dedans. En fait, souvent, on entendait le fait d'entendre que tous, enfin presque tous, s'étaient fait coacher à un moment donné. Et donc, on a découvert un peu ce volet-là et on s'est dit... OK, coacher, mais pourquoi? J'ai pas de besoin, je sais pas en fait. Tu vois, on s'est vraiment dit ça me sert à rien. Alors j'ai peut-être des besoins, mais j'identifie pas de problème. Donc je vais aller payer quelqu'un qui va m'aider à progresser, mais sachant que je sais pas sur quoi il pourrait m'aider. Et donc là, finalement, tu te lances un peu. C'est ce qu'on a toujours fait. On s'est motivé avec Romain en disant go, on y va, on teste, on regarde un peu autour de nous, on nous recommande. Des contacts, échanger un peu avec eux, et tu te dis, ah ouais, en fait, c'est quand même intéressant ce qu'ils me racontent. Ils me parlent de structuration, ils me parlent de leadership, ils me parlent de management, ils me parlent d'évolution dans la boîte, de l'image que je peux transmettre vis-à-vis de mes équipes et de l'importance que ça peut avoir. Et là, tu te dis, OK, il y a plein de sujets que je n'avais pas forcément en tête. Et je discutais avec un de nos fonds, qui est un de nos fonds d'investissement qui est au capital aujourd'hui, avec qui on parlait du fait que les fonds peuvent avoir un rôle là-dedans. Tu as beaucoup de boîtes qui lèvent des fonds, et parfois des sommes assez importantes. Et derrière, il y a
pas ou très peu d'accompagnement des fonds d'investissement. Et ça, je pense que c'est un problème. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins aux États-Unis. En fait, je trouve que c'est un problème parce que tu te retrouves du jour au lendemain avec beaucoup d'argent. En fait, c'est facile de dépenser. Quand tu te retrouves avec de l'argent, ton train de vie au niveau de la société coûtera d'un coup beaucoup plus cher. Parce que tu t'accélères et en plus, toute la partie financière et tout le monde financier te dira tu as de l'argent, il faut accélérer, il faut le consommer, il faut l'utiliser pour faire de la croissance. Et donc, tu y vas. Mais là, il y a tout le volet structuration qui est assez manquant. Et donc, là, c'est un des sujets qui pourrait demain être amélioré par les fonds d'investissement qui investissent en disant j'investis tant de millions d'euros, mais ce que je t'apporte aussi, c'est quelqu'un qui va venir avec toi, qui va être au quotidien dans la boîte pendant, je sais pas, une semaine, pas tous les 3 mois, ou peu importe, mais pour venir vivre un peu le truc, voir si les indicateurs de suivi sont bons, voir si le cadre et l'organisation au niveau de l'équipe suit un peu les best practices, et voir en fait si tout fonctionne plutôt bien. Et ça, je pense que ça peut être un bon point d'amélioration. Donc nous, ça, j'ai une prise de conscience maintenant, mais quand tu es au début dans le truc, tu t'en rends pas compte. Donc tu y vas, et du coup, c'est plus les retours remontées d'équipe et les dysfonctionnements dans la gestion de projet, même dans certains lancements de projets, tu vois, on s'attend à ce que ça marche super bien, et en fait, ça marche pas très bien. Et quand tu creuses, ça vient d'un dysfonctionnement à un moment donné de collaboration dans l'équipe. Donc tu peux pas, par défaut, quand on a démarré, ça n'existait pas parce que on était, nous, avec tout le monde au quotidien tout le temps. Dès que tu passes 30, 40 personnes, tu peux plus en fait être aussi proche de tout le monde. Et donc là, tu commences à vivre les dysfonctionnements. Et donc, si je devais modifier des choses en arrière, mais bon, on ne peut pas le faire, mais je reviendrais quand on était 20-30 et j'aurais déjà mis en place des process de structuration. Je me serais déjà fait accompagner sur cette phase-là. D'accord. Sauf que ce qui est compliqué, c'est que ça coûte de faire ça. Et à ce moment-là, tu n'as pas d'argent à investir là-dedans parce que tu veux absolument chercher de la croissance. Et donc, je pense que en fait, c'est un peu complexe. C'est pour ça que je retombe sur le fait de dire que les fonds peuvent avoir un rôle là-dedans. Et c'est d'ailleurs ce que font aussi beaucoup les business angels. Donc nous, on en a pas mal de business angels et ça, c'est une force de pouvoir s'enrichir en fait de toute leur expérience. Si tu fais rapidement une rétrospective de ce que Romain et toi avez appris, notamment en vous formant et en vous en coaché sur certains sujets, quel serait l'insight, si tu devais en choisir qu'un, l'élément applicable où vraiment tu t'es dit, limite, jusqu'aujourd'hui j'étais aveugle, aujourd'hui on m'a donné la vue, dans ma façon de gérer ton entreprise ou tes équipes ou ton quotidien, tes projets ou peu importe s'il y a un truc qui te revient de façon à ce que ce soit applicable pour celles et ceux qui nous écoutent. En fait, ce qui me revient le plus et ce qui m'a le plus surpris, après coup c'est assez logique, mais c'est à quel point en fait ce que je dis ou ce que je fais peut avoir un impact sur le reste de l'équipe. Et ça, en fait, je ne me rendais pas trop compte. Et en réalité, c'est un impact énorme. C'est-à-dire que de féliciter quelqu'un et de le dire, ça a beaucoup d'importance. De choisir les bons mots quand tu fais un discours, quand tu fais une introduction, quand tu travailles au quotidien avec tout le monde, ça a énormément d'importance. Et ça, je ne me rendais pas compte. Je pensais, en fait, un peu naïvement, que c'était acquis. Parce que quand tu es entrepreneur et tu développes ta boîte, recruter quelqu'un, c'est comme élargir ta famille, en fait. Donc, du coup, tu dis que c'est induit. Si je t'ai recruté, c'est évidemment que je te veux avec moi et que tu bosses très bien, parce que sinon, tu ne serais pas là. Et en fait, en réalité, ce n'est pas du tout induit. Il faut clairement le dire. Voilà. Donc, ça, c'est plus pour ma partie. Romain, il est plus sur un volet plus organisationnel. En fait, lui, c'est le vrai directeur général de la boîte, parce que je n'ai même pas expliqué finalement nos deux postes aujourd'hui, parce que du coup, nos postes ont évolué à peu près tous les 6-8 mois tout au long de notre carrière. Au début, tu fais tout, donc les emails, les appels, enfin, voilà, alors pas le développement parce qu'on n'est pas développeur, mais le marketing et tout ça, et en même temps de la compta. Et au fur et à mesure, tu te spécifies, tu délègues des choses. Et aujourd'hui, on a deux rôles qui continuent d'être bien distincts, mais ultra complémentaires. Romain est le gestionnaire finalement de toute la boîte, c'est-à-dire que c'est lui qui gère les équipes marketing, tech, produits et data, opérations. Voilà, c'est lui qui gère toutes les équipes qui sont en lien avec le business de tous les jours. Et moi, je gère les équipes qui sont plus admin, donc la partie RH et la partie finance. Et en plus de ça, moi, j'ai une casquette de développement, donc c'est-à-dire que faire en sorte de croître encore plus et d'aller dans de nouvelles directions.
C'est-à-dire que moi, j'explore un peu des nouveaux projets, des nouvelles idées. Je pourrais te donner un exemple concret de l'année dernière. Et Romain fait en sorte que la boîte suive sa ligne de directrice au quotidien. Et moi, d'un autre côté, j'ai une casquette aussi maintenant plus de communication financière, relation avec les actionnaires et investisseurs, parce que du coup, on en a quand même pas mal. Et puis, la bourse nous a apporté aussi une nouvelle dimension là-dessus. Tu parles justement de projection de développement. Tu voulais donner un exemple par rapport à l'année dernière? En fait, l'année dernière, on a lancé un nouveau produit d'assurance. Donc, on a créé une filiale qui est le permis libre assurance, qui est courtier en assurance. Ce produit, en fait, c'est au début, initialement, on se disait, on fait passer des permis de conduire. Et donc, on a la population qui pourra demain souscrire une assurance auto. Et donc, en fait, c'était assez facile finalement de dire, bon, c'est la suite, on a les leads, on va leur vendre une assurance auto derrière. Mais on avait quand même un prérequis de notre côté, c'est que si on faisait ça, il fallait qu'on ait un argument plus fort que les assureurs qui font ça très bien aujourd'hui. Et donc, comment tu fais? Donc, sur le papier, on s'est dit, mais en fait, on a un truc qui est assez incroyable, c'est qu'on a toutes les données de conduite des candidats. Donc, en fait, on va pouvoir finalement, une fois que le candidat a passé son permis, regrouper toutes ces données et le scorer sur toute sa formation au permis de conduire. Et le fait de le scorer va nous permettre derrière de lui sortir un produit d'assurance adapté à ses besoins. Et donc, si je te le fais de manière très schématisée, tu vas définir des bons ou des moins bons jeunes conducteurs. Et du coup, le bon jeune conducteur qui est sur le papier avec toutes les datas que tu as récoltées n'aura pas d'accident, bah, en fait, il n'y a pas de raison qu'il paye cher son assurance auto. Donc, en fait, c'était un peu cette idée de scoring. Et ça avait beaucoup de potentiel, super intéressant, marché de l'assurance auto assez gros. Et donc, on a commencé à travailler là-dedans et on a eu deux déclics. C'est que le premier, c'est qu'on n'avait aucun métrique qui nous permettait de bien scorer. C'est-à-dire que le seul métrique de scoring, c'était plutôt une fois que tu avais obtenu ton permis, si tu avais déjà perdu des points ou des choses comme ça qui étaient vraiment importants dans le scoring du profil, mais pas du tout en amont. Donc, du coup, on avait d'un coup plus de valeur ajoutée là-dessus. Et le deuxième, c'est qu'on s'est dit, en fait, nous, notre métier, c'est de faire passer des permis de conduire. Donc, on va développer un produit d'assurance qui est dédié pour accompagner le candidat dans la formation permis. Et donc, on a créé un produit qui s'appelle l'assurance permis. En fait, l'idée, c'est que quand tu es candidat, tu achètes ton pack permis de conduire avec ton code de la route, tes 20 heures de conduite, le pack un peu de base, et tu vas prendre une assurance en plus. Et cette assurance, en fait, elle va faire en sorte que tu réussisses. C'est-à-dire que si tu échoues à l'examen, c'est l'assurance qui prendra en charge tes heures de conduite. Et ça, en fait, c'est un produit qu'on a pensé en mode développement autre que pas notre cœur de business, mais qui vient devenir complémentaire avec notre business et qui apporte une vraie valeur ajoutée pour nos utilisateurs. C'est-à-dire qu'un candidat qui vient chez nous et qui prend son assurance, en fait, il sait qu'il paiera juste sa formation permis, qu'il ne paiera pas d'heures supplémentaires. Parce qu'en fait, il a pris une assurance qui va couvrir toutes ces heures, les heures sup à sa place. Et donc, le produit est assez incroyable parce que tu peux louper ton permis jusqu'à 5 fois en tout et faire 20 heures de conduite supplémentaires. Donc, en fait, tu as un vrai argument hyper fort pour t'accompagner jusqu'à la réussite. Tu es quasiment garanti, assuré, si tu prends cette assurance, de pouvoir atteindre l'objectif qui est le fameux permis à la fin. Et du coup, on a créé le fameux produit qui comprend l'offre d'assurance, qui est le permis sans heures supplémentaires. Okay. Et donc, c'est clairement ça, en fait. Parce que sur le marché, tu entends beaucoup, alors plutôt au niveau des parents qui disent « Moi, le permis, je l'ai payé plusieurs fois parce que la première fois, tu le payes quand tu t'inscris, puis après, tu le repayes quand tu loupes l'examen ou tu as plein d'heures à repayer. » Et en fait, nous, avec notre produit, on a réussi à caper le prix du permis de conduire parce que tu n'as pas d'heures sup, quoi. Tout est pris en charge par ton assurance. Complètement. Un autre sujet lié à l'hypercroissance toujours, c'est finalement quand tu commences à recruter beaucoup. Alors certes, il faut savoir recruter les bonnes personnes, il faut savoir les manager, il faut savoir les incentiver, il faut savoir tout ça. Mais il faut aussi savoir les garder. Et pour les garder et pour les motiver au quotidien, il y a effectivement, tu l'as évoqué très rapidement, la mission, la vision, qui est d'améliorer la vie et le quotidien de tous les personnes qui veulent avoir un permis de conduire et faire le permis de conduire. Mais il y a aussi la culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise, ça ne s'improvise pas et c'est assez complexe lorsque tu ne l'as pas forcément appris. Comment vous avez fait en sorte de créer une culture, maintenir cette culture et cultiver cette culture pour faire en sorte qu'elle accompagne la croissance de l'entreprise et qu'elle soit adoptée par l'ensemble? En fait, on n'a pas été les meilleurs sur ce volet-là.
de base travailler parce qu'on est au quotidien avec tout le monde et tu insuffles une belle dynamique avec un objectif à atteindre, devenir le leader du permis de conduire en France, apporter ta solution à tout le monde, tu as des super retours des candidats, des enseignants, donc en fait c'est hyper encourageant et finalement tout le monde toute l'équipe a cette boule d'énergie au fond en se disant en fait on fait quelque chose qui apporte vraiment beaucoup au marché. Et après, tu as la phase d'hypercroissance et ça fait un peu écho avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est typiquement des sujets sur lesquels si tu te forces pas à les travailler, bah, que tu délaisses parce que à ce moment-là, ils ne sont pas prioritaires. Et ça, je pense que c'est une erreur et qu'il faut l'anticiper et l'adresser. Et c'est des sujets qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus travaillé et qu'on continue encore de travailler parce que ça ne se fait pas en one shot. Et c'est vraiment, quand on parle de culture, c'est vraiment quelque chose à insuffler au quotidien dans toutes les équipes. Et donc, chez nous, on a quand même certaines valeurs qui ressortent tout au long de notre parcours. C'est la transparence, la collaboration, la communication et la proximité. Donc, c'est toujours ce qu'on a voulu, nous, avec Romain, développer et incarner dans la boîte. Mais ça ne suffit pas, en fait, juste de le dire et d'avoir ce comportement parce que plus tu grossis, plus tu as de nouvelles tâches qui n'étaient pas prévues avant. Donc, tu progresses là-dessus, tu apprends là-dessus, mais tu te délaisses des choses. Et donc, tu vas délaisser des choses qui sont hyper importantes, qui font partie de la culture et qui sont un peu une erreur. Après, tu as au niveau aussi des recrutements, c'est-à-dire que tu as un impact là-dessus, c'est-à-dire qu'au début, c'est toi qui recrutes les personnes, puis après, c'est tes équipes qui vont recruter. Et puis après, en fait, tu as du turnover dans les équipes, donc tu as des nouvelles personnes qui arrivent, qui n'ont pas le passif de tous les autres, mais finalement qui ont un rôle aussi de transmettre les bonnes valeurs. C'est pour ça que c'est hyper important de le travailler et d'avoir une bonne ligne de conduite. Nous, on n'a pas été les meilleurs sur ce volet-là, mais on a appris conscience, aussi dans notre phase d'accompagnement, de progression, de remise en question. Et donc, derrière, on a fait évoluer ces sujets-là parce que c'est super important. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, finalement, tu dois faire un peu des paliers. Tu as la partie d'hypercroissance et là, tu te rends compte un peu de toutes les problématiques qui pourraient arriver si tu ne réagis pas. Et donc là, tu rentres plus dans une phase de palier parce que malheureusement, tu ne peux pas tout faire. Et après, c'est le cas pour nous en tout cas, et tu te retrouves derrière beaucoup plus prêt, et là, tu envoies à fond pour repartir dans une phase d'hypercroissance. Et donc là, on est un peu dans cette partie-là. Complètement. Tu parles de recrutement également. Le recrutement, c'est vraiment un des enjeux stratégiques principaux des entrepreneurs. Peu osent le faire, peu savent le faire. J'imagine, et tu l'évoquais très, très succinctement aussi, il y a des choses, des recrutements que vous avez fait peut-être moins bien ou autres. Est-ce que tu peux nous partager 1, 2 ou 3 grands apprentissages que tu as pu avoir et accumuler à l'égard du recrutement après toutes ces années, tous ces recrutements? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes une soixantaine, mais j'imagine que si on cumule le turnover, il y a peut-être une centaine de personnes, si ce n'est plus, qui sont passées au travers de l'entreprise. Donc, avec tout ça, il y a pas mal d'enseignements, je pense. Ouais. Alors, le premier apprentissage, c'est que c'est un métier de recruter. Ouais. C'est un vrai métier. Nous, on a notre DRH qui est arrivé quand on était 50. Et donc, c'était assez tard, finalement, dans le process. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait tout fait, nous, tout seuls. Et en fait, on a vu la progression sur les recrutements quand, d'un coup, tu confies le sujet à une personne qui sait faire et qui l'organise bien. Ça change tout. Ensuite, moi, j'ai beaucoup vu que c'est ma boîte et j'ai ça au fond de moi. J'ai beaucoup recruté sur le ressenti, est-ce que je me vois travailler avec cette personne? Est-ce que si je pose un peu des questions un peu alambiquées, est-ce que la réponse me convient ou pas? Et de voir en fait si demain, si la personne n'est pas à l'aise, est-ce qu'elle me le dit et est-ce qu'elle elle accepte aussi la remise en question. Ça, c'était les points en fait, qui étaient hyper importants pour moi. Mais je reste aujourd'hui pas le meilleur recruteur de la boîte. Moi, en fait, on a maintenant défini un process de recrutement qui est beaucoup plus complet, avec une préparation au départ. C'est hyper important, notamment de cerner le profil, parce qu'en fait, au début, tu te dis, j'ai besoin de quelqu'un pour ça. Et en fait, si tu te poses pas sur une vraie fiche de poste, sur vraiment qu'est-ce que tu vas lui demander, et quel est ton besoin, en fait, peut-être que tu ne vas pas recruter la bonne personne. Et ce qui est un des apprentissages aussi qu'on a vu, c'est que ce n'est pas hyper bon de faire ça, même pour la personne que tu recrutes, parce que tu ne la mets pas dans une position qui est super à l'aise.
et les débuts dans une boîte sont hyper clés pour la suite. Donc, tu as vraiment la phase de préparation, la phase derrière de recherche de profil. Donc, tu vas voir un peu tout ça, tu vas rencontrer un peu tous les profils. Donc là, maintenant, c'est un process très RH. Et puis après, le manager de l'équipe intervient et moi ou Romain, on intervient en bout de chaîne, plus pour repartager la vision, donner un peu la dynamique, montrer qu'on a envie de partager l'aventure avec des équipes et que ce n'est pas juste un recrutement comme pourrait le faire une très grosse boîte qui a passé tous ces niveaux-là et partager vraiment l'ambition du projet. Donc on a eu pas mal d'apprentissage finalement sur toutes ces années. C'est assez intéressant, c'est un vrai métier. Et pareil là-dessus, en fait, hein, tu le disais, mais il faut s'entourer, en fait. Il faut aller chercher les ressources. Tout le monde ne peut pas aller rechercher un recruteur, tout le monde ne peut pas recruter un DRH. Mais par contre, tu connais peut-être quelqu'un dans ton entourage qui a déjà fait du recrutement, qui peut te mettre en relation avec un recruteur, qui va pouvoir te donner les best practices. Et ça, c'est intéressant. Et peut-être qu'il y a des podcasts dédiés d'ailleurs sur le sujet. En tout cas, moi, ce que je recommande aujourd'hui, c'est vraiment de bien poser la fiche de poste, bien définir quel profil on va aller chercher, et après de faire un process clair et d'être bien en accord avec ce qu'on veut. Et après, moi, c'est la remise en question qui m'importe beaucoup. Tu évoquais aussi tout à l'heure qu'au fil de l'évolution et des années, vous avez levé des fonds à plusieurs reprises. Notamment une fois, et ça c'est assez intéressant, on va creuser sur ce sujet, c'est limite une question de survie pour l'entreprise, tu l'évoquais tout à l'heure. Il y a aussi des phases où c'était pour accompagner la croissance et l'accélération, jusqu'à même entrer en bourse, on en parlera. Avant qu'on rentre dans le détail de ces levées de fonds, celle dont tu as parlé tout à l'heure, où c'est limite une question de survie, c'est pendant aussi toutes ces pressions administratives et autres. Comment tu fais pour convaincre des investisseurs dans une phase où justement c'est assez compliqué financièrement, déjà pour l'opération de l'entreprise, mais qu'en plus, il y a toutes les administrations qui sont contre vous, ou en tout cas qui vous mettent la pression. Donc tu dois, toi, en tant qu'entrepreneur, être convaincu pour être convaincant. Ouais. Tu dois réussir à retransmettre de la conviction aux investisseurs. Et en même temps, il y a la réalité du terrain et du quotidien qui te rattrape dès lors que tu as fini ton call ou ton rendez-vous. Et ça, c'est un enjeu dont on ne parle pas forcément au quotidien, mais c'est cette fameuse aussi solitude de l'entrepreneur où il doit faire face quoi qu'il arrive, garder le sourire, montrer son positivisme, que ce soit auprès des investisseurs, des équipes, des partenaires, coûte que coûte. En fait, tu es obligé d'avoir cette casquette un peu d'entrepreneur et de représentant de la boîte dans toutes les situations. C'est-à-dire que ça, c'est hyper important. Et donc, comment tu fais tu vas échanger avec plein de monde. Et nous, en tout cas, ce qu'on a fait, alors je ne sais pas si ça peut être un repris, mais tu gardes vraiment ta ligne de conduite de quel est ton objectif plus tard. Parce qu'en fait, l'investisseur, il ne veut pas investir sur une période de 2-3 mois. En fait. Il voit beaucoup plus loin, surtout dans des boîtes comme nous, avec un projet un peu plus long terme, avec un potentiel assez important. Donc, il se projette assez loin et il se projette surtout avec toi, le fondateur, ou l'équipe que tu présentes. Donc, les points qui sont hyper importants, c'est de bien mettre en avant tes forces, toi perso, ton équipe et tout ce que tu as construit jusque-là. Ne pas omettre les difficultés. C'est ce qu'on a fait. On a été assez transparent sur tout ce qu'on vivait et tout ce qu'on avait. On l'expliquait et on donnait la raison et l'explication de tout ça et en même temps les solutions pour s'en sortir. Et donc, du coup, on a réussi à être convaincant et à emmener plusieurs business angels avec nous. Mais en fait, tu rentres dans je dirais que c'est les premiers qui sont assez difficiles à obtenir et à cerner. Après, eux deviennent aussi tes commerciaux parce qu'ils sont emballés par le projet et ils sont emballés par la solution. Donc, du coup, après, ça a fait un effet un peu boule de neige. Après coup, ça reste quand même pas agréable de lever des fonds dans une période comme ça parce que c'est compliqué. Toi, tu le sais qu'au fond de toi, tu lèves des fonds, tu vois un projet, tu y crois, mais d'un autre côté, tu sais que demain, tu retournes dans ton business et que tu as beaucoup de galères en ce moment et que c'est quand même compliqué et parfois tu as des doutes. Mais tu dois quand même mettre ça un peu de côté et rester focus sur l'objectif
à atteindre et la direction. Après, ça dépend à quel niveau tu lèves des fonds, quelle est ton étape d'avancement dans la boîte. Nous, dans les levées de fonds dont on parle là, c'était du coup au début. Ce qui était hyper important, c'est l'équipe. Vraiment, l'équipe est très... et c'est que l'équipe qui est regardée. Est-ce que l'équipe ou les dirigeants sont capables de mener le projet et d'emmener le truc jusqu'au bout et de pouvoir encaisser tout ce qu'ils vont vivre tout au long de leur parcours, et notamment des trucs comme nous on a vécu, mais pas que. C'est est-ce que les mecs sont assez résilients et on les épaules, quoi. Oui, complètement. Il y a eu d'autres phases dans le parcours, outre la partie des syndicats et de l'admin, où votre résilience a été mise à rude épreuve pour pouvoir continuer? Les phases de levée de fonds, où tu vois l'horizon de cash arriver qui est assez proche, et tu vois la partie levée de fonds qui est compliquée. Donc ça, c'est des périodes un peu compliquées. Après, tu as les choses qui peuvent être un peu complexes, c'est au niveau de l'humain aussi. Parce qu'en fait, on parle pas mal de l'équipe là depuis le début, des recrutements et tout ça. Mais c'est un vrai sujet, en fait, l'équipe. C'est-à-dire que, je le disais en intro, tout seul, ou même nous deux avec Romain, on n'aurait pas juste pu faire tout ça. C'est impossible. On a toute une équipe derrière nous et toute une équipe qui est hyper efficace et qui déroule à fond au quotidien. Et en fait, pour lancer sa boîte, peu importe dans quel secteur c'est, nous, on est parti sur un secteur où on a réinventé un marché. En plus, c'est une profession réglementée. Donc, on s'est rajouté finalement des contraintes au fur et à mesure dans notre développement. Mais même, tu montes demain un commerce, un restaurant ou peu importe le business, il faut t'entourer absolument des bonnes personnes et ça passe beaucoup par ton équipe. Donc, les points qui ont été difficiles, c'est les échecs avec l'équipe, en fait. Quand derrière, tu te rends compte que c'est pas la bonne personne et pourtant tu avais mis à fond dessus et elle s'était impliquée à fond. Mais en même temps, tu peux pas faire tourner et pivoter toute une boîte sur un profil que tu aimes bien et avec qui tu es attaché, que tu as envie de garder. Donc en fait, tu dois t'en séparer et ça, c'est des échecs qui sont assez durs à vivre en tant qu'entrepreneur. Décision difficile, effectivement, clairement. surtout quand c'est la première fois. Ouais. C'est la raison aussi pour laquelle tu évoquais tout à l'heure, à refaire, tu structurerais beaucoup plus tôt, peut-être différemment, notamment pour optimiser Clairement, ouais. plusieurs Ouais. process. Ensuite, en 2023, le permis libre lève 8 millions d'euros et rentre en bourse. Qu'est-ce que ça change quand tu rentres en bourse? C'est une bonne question parce que concrètement, ça ne change pas grand-chose. La boîte reste la même. Ça change au niveau de l'image. Comme tu le disais tout à l'heure, maintenant, c'est incroyable, vous êtes coté en bourse. En fait, il y a beaucoup de monde la plupart des gens d'ailleurs, même au début, même la plupart des gens ne connaissent pas trop la bourse. C'est pas super connu et encore un peu moins en France qu'ailleurs. Et donc, c'est un peu étrange. C'est pas le parcours classique. Mais nous, on a décidé d'y aller pour plusieurs raisons. Et aujourd'hui, les changements, ça nous a bien aidé dans la phase de cadrage et ça t'apporte un peu une espèce de rigidité qui fait que faut contrôler ta communication, faut être aligné 100% avec les chiffres que tu transmets. Il faut dérouler tout le plan que tu as vendu aux actionnaires parce que c'est comme si tu criais sur tous les toits. En fait, quand tu parles en bourse, ton aura est beaucoup plus forte que quand tu n'es pas coté parce que tu as un process de com pour informer n'importe quel petit actionnaire chez lui particulier. Tu dois structurer et être beaucoup plus cadré. Donc, c'est ça, en fait, ce que ça change. Et donc, un peu au niveau de l'image des autres boîtes qui disent « Ah, OK, ils sont cotés, c'est sérieux » parce que les boîtes avec qui, potentiellement, nous, aujourd'hui, on met en place des partenariats où on échange, vu qu'on est coté, on peut être vu comme plus sérieux, plus solide parce qu'elles connaissent, en fait, les process pour devenir coté. Donc, c'est un process qui est assez lourd, ce qui n'est pas du tout impossible, qui se fait bien, on l'a fait sans problème, hein, mais il y a plein d'étapes à passer qui sont hyper enrichissantes, tu te focuses à fond sur le métier que tu fais, comment tu le fais pour expliquer tout ça à n'importe quel investisseur qui va acheter des titres demain depuis sa banque. Et donc voilà, en fait, après, tu t'es un peu plus mis en avant dans différentes situations. Encore plus, nous, dans la période dans laquelle on l'a fait, parce que c'était une période assez compliquée. 2023, pendant longtemps, on a été la seule boîte à faire une introduction en bourse en 2023.
Mais après, fondamentalement, la boîte reste la même. Et d'ailleurs, je pense que ça peut même être un piège de se retrouver de vouloir vraiment suivre la direction du cadre que t'apporte la bourse. Parce que, en fait, si tu es arrivé jusque-là, c'est parce que tu as construit cette boîte-là. Et donc, il n'y a pas de raison que cette boîte-là se transforme juste parce qu'elle est cotée. En fait, une levée de fonds en bourse, c'est presque comme une levée de fonds en private equity, sauf que du coup, elle devient publique et qu'elle t'impose un cadre beaucoup plus strict et réglementé. Donc, il n'y a pas de raison que ça change la boîte. Et nous, au quotidien, ça change pas. On va toujours chercher de l'innovation, on va toujours chercher de la croissance. Et c'est pas parce qu'on rentre dans une dynamique de côté que d'un coup, on va se mettre dans un process beaucoup plus tranquille. Voilà. Tu l'évoquais à l'instant, ce n'est pas forcément le chemin traditionnel, ni même une décision anodine. Qu'est-ce qui fait que vous avez pris la décision de coter ? On est sur un marché qui est le premier examen de France. Le permis de conduire, tout le monde doit le passer ou tout le monde l'a passé. Et donc, nous, ça nous faisait sens. Quand on nous a parlé de bourse, qu'au début, on ne connaissait pas du tout le sujet. Et quand on nous en a parlé, on s'est dit, ouais, ça fait sens en fait, de se dire, en fait, tu vas être actionnaire potentiellement d'une boîte qui fait passer le permis de conduire. Donc, tu peux acheter un petit morceau finalement du permis de conduire. Donc, ça faisait sens sur ce volet-là. Après, nous, on avait aussi l'enjeu de visibilité. C'est-à-dire que dans tout notre parcours, et c'est un peu la déformation de toutes les attaques qu'on a eues au fur et à mesure des syndicats, c'est qu'on n'a jamais été très présent en communication. On n'a jamais créé sur tous les toits tout ce qu'on faisait et tout ça parce qu'on a développé une certaine crainte de se faire encore plus attaquer. Et donc, pendant toutes ces années, on a plus construit notre produit pour créer vraiment la solution parfaite pour passer son permis de conduire. Et donc maintenant, une fois que tout ça est fini, qu'il n'y a plus du tout de soucis, en fait, la bourse, c'était un bon moyen d'accélérer et de se développer. Nous, on considère vraiment la bourse comme un outil aujourd'hui, pas comme une étape un peu finale. Tu as beaucoup de personnes qui pensent comme ça en disant c'est l'exit, c'est la fin, ça y est, tu es coté et tu n'es plus tranquille. Non, en fait, pour nous, c'est vraiment une étape intermédiaire, donc une nouvelle porte qu'on a ouverte pour se développer, pour accélérer. Et on se sert de la bourse aujourd'hui comme un outil parce que finalement, c'est une bonne solution pour communiquer, pour faire passer des messages et pour être sur le devant de la scène et mettre en avant notre offre, quoi. Et lorsque du coup, tu deviens public, tu rentres en bourse, finalement, monsieur, madame, tout le monde peut investir depuis sa banque directement dans l'entreprise. Est-ce que, consciemment ou inconsciemment, ça ne crée pas une certaine pression de la performance pour maintenir un cap, pour donner des résultats, pour satisfaire, pour atteindre les attentes potentielles que certains pourraient avoir directement ou indirectement? Et si oui, parce que je te vois hocher la tête du coup, est-ce que ces attentes-là ne peuvent pas rendre les actions du quotidien un peu contre-productives parce que tu vas peut-être prendre des décisions de manière différente? Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus. C'est tout l'enjeu en fait de ne pas se calquer parfaitement à ce que t'impose un peu et le cadre que t'impose la bourse. Alors, la bourse t'impose rien, mais le monde autour de la bourse peut finalement finir par t'imposer des choses. Oui, ça te met une pression supplémentaire. En fait, du jour au lendemain, tu as le cours de bourse de ta boîte sur un widget sur ton portable. Tu peux suivre tous les jours l'évolution de l'action. Et quand l'action baisse un peu, tout le monde te dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, tu prends une pression un peu du titre, plus de ton entourage ou des gens autour qui vont te poser toutes des questions qui ne te posaient pas avant. Parce qu'avant, ce n'était pas public, en fait, la valorisation de la boîte. Et là, en fait, déjà, tu deviens beaucoup plus pédagogue sur le sujet. Tu te rends compte que le titre baisse ou monte, ça dépend surtout de la liquidité du marché et de plus d'achats ou plus de ventes. Et si tu n'as rien annoncé, c'est complètement indépendant de toi. Si tu annonces des bonnes nouvelles et que les gens achètent, c'est grâce à l'avancée de la boîte. Si tu annonces des bonnes nouvelles et que les gens vendent, en fait, tu ne peux plus rien y faire. Donc, en fait, il faut mettre un peu ce sujet de côté. Et le risque, c'est de tomber là-dedans et de vouloir répondre constamment à ce que te demande la bourse. Et ce que te demande, quand je dis la bourse, c'est plutôt la communauté autour et les gens autour, en fait. Les mécanismes globaux. Ouais, clairement. Parce que si tu commences à répondre là-dedans, et à un moment donné, on a failli, en fait. Finalement, tu es tellement embarqué dans le truc qu'on a failli partir dans cette trajectoire. Et en fait, il faut juste pas oublier la raison pour laquelle tu fais ça et quel est ton objectif à atteindre. Après, en bourse, il y a quand même quelques règles. C'est-à-dire que tu peux pas dire n'importe quoi, contrairement à certaines
boîtes, notamment des startups qui communiquent sur des chiffres qui sont démentiels, alors qu'en réalité, quand tu essayes de voir s'ils publient leurs comptes, tu vois qu'ils ne les publient pas, et tu essayes de recoller des chiffres avec d'autres infos que tu as, en fait, tu te rends compte que ça ne marche pas. Là, en bourse, tu dois vraiment communiquer et tu es obligé de dire la vérité, parce que c'est audité, etc. Donc, moi, je trouve ça pas mal, parce que tu n'as aucune raison de ne pas être transparent, on ne va pas raconter n'importe quoi, on y va. Oui, il y a des périodes qui sont plus compliquées, oui, le marché met du temps à s'installer sur la partie en ligne, mais oui, aussi, on voit plein de signaux, il y a plein de choses qui se passent et qui nous donnent beaucoup de dynamique pour la suite et beaucoup on sait qu'on va atteindre pas mal de résultats parce qu'on voit le marché se lancer. Mais du coup, faut mettre un peu de côté ce sujet bourse et pas oublier la raison pour laquelle tu fais ça. Ça, c'est important. Ouais, hyper important. Et tu spécifies quelque chose de très juste, c'est que ça ne veut pas dire que ton cours de bourse descend, que finalement, au sein de la boîte, ça ne se passe pas forcément bien. Non. C'est complètement décorrélé. C'est qu'une question aussi d'achat, revente, de comportement des investisseurs. Bien évidemment, si on sort que des mauvaises nouvelles, il est possible que ça descende et que les gens aient plus envie de se délester de ses parts qu'autre chose. Mais on peut aussi sortir de bonnes nouvelles, comme tu l'évoquais, et que quand même, pour des raisons de mécanisme d'achat-revente ou autre, le cours de bourse évolue différemment. Pour changer de sujet, un autre choix stratégique que vous faites en 2023, c'est de vous focaliser sur des villes du coup de moins de 50 000 habitants. Pourquoi ce nouvel axe de développement spécifiquement plutôt qu'un autre? On était très présent dans toutes les. Au début, on a commencé par les plus grosses villes parce que c'était plus facile. Quand tu communiques dans une plus grosse ville, d'un coup, tu peux toucher un peu plus de monde. Et donc, on a finalement développé, quand tu regardes un peu une carte de la France et tu vois tous les points, on était très présent sur ces très grosses villes et sur les villes de plus de 50 000 habitants en général. Et même quand on a regardé un peu en détail, on a vu qu'on était présent à 99% dans ces villes-là de plus de 50 000 habitants. Et par contre, on était présent que seulement dans 1% des villes de moins de 50 000 habitants. Okay. Et en fait, alors c'est normal, parce que quand tu te développes, tu vas là où il y a le plus de chances que ça marche au début. Mais en réalité, les auto-écoles traditionnelles sont vraiment partout en France. Et tout le monde a besoin de passer le permis, et même les gens qui habitent dans les petites villes. Et donc, du coup, c'est la strate qu'on a pris pour accélérer le développement et finalement aussi faciliter le développement, parce que quand tu te développes dans une plus petite zone, tu as beaucoup moins d'agressivité d'autres communications, même d'autres marques qui n'ont rien à voir avec ton secteur, mais les gens sont beaucoup moins sollicités en fait en communication. Et donc, ça devient finalement un peu plus facile. Tu arrives aussi à développer un réseau d'enseignants qui est un peu différent dans les plus petites villes, où l'enseignant va plus gérer comme s'il avait sa petite auto-école en fait, de quartier. Et donc, c'est quelque chose qu'on a bien aimé, qui nous donnait envie de continuer. Et de toute façon, on veut devenir leader. Donc, il faut cocher en fait, toutes les villes. Et la France, ce n'est pas que les grandes villes. Complètement. Devenir leader, c'est la vision, c'est la mission, c'est l'objectif. C'est quoi l'objectif pour cette année, pour les années suivantes? Est-ce que c'est quelque chose que tu communiques publiquement? Est-ce que c'est déjà écrit? Est-ce que vous avez un chemin tout tracé, d'autant plus que tu évoquais le fait que vous êtes rentré à nouveau dans un cycle de croissance? C'est l'objectif après cette structuration que vous avez fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces éléments? L'objectif, c'est de grossir, de prendre le plus de place sur le marché. On a évidemment fixé des business plans et des étapes à franchir, mais on va essayer d'aller le plus vite possible et de grossir le plus vite possible. Notre enjeu aujourd'hui, il est vraiment de faire changer les mœurs sur le marché. Parce que, je le disais en intro, la partie auto-école en ligne, c'est 5% du marché sur la partie permis de conduire. Donc, il reste 95% à aller chercher. Et donc, il y a un potentiel qui est énorme. Mais pour ça, il y a plein de choses qu'on a compris et qu'on doit mettre en œuvre pour rassurer les utilisateurs, pour renseigner beaucoup mieux les prescripteurs. Il y a plein de choses à faire. Et ça c'est des choses qu'on va mettre en œuvre là, dans les années à venir, au fur et à mesure, avec soit des nouvelles fonctionnalités, soit des nouvelles manières de communiquer, soit des nouveaux partenariats qu'on va mettre en place. On développe aussi beaucoup l'offre d'assurance permis liée à notre pack permis de conduire. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais cette offre, en fait, elle est unique en France. C'est-à-dire que nous l'avons créée, mais on a créé le produit et tout de zéro. Donc, en fait, on n'a pas de concurrence sur ce sujet-là. Donc, si quelqu'un veut passer son permis de conduire et avoir l'assurance de le réussir et la garantie de ne pas avoir à payer ses heures de conduite,
il peut venir que chez nous. Donc du coup, il y a tout ça à développer. Donc en fait, on a de quoi faire dans la phase d'accélération. Et l'idée, c'est clairement de prendre plus de parts de marché. Il y a un boulevard justement avec Ouais. cette offre notamment qui peut Clairement, ouais. attirer pas mal de clients potentiels, que ce soit pour l'ensemble de l'écosystème. Ouais. Un autre sujet, c'est que Romain et toi, vous êtes toujours associés après 10 années d'entrepreneuriat plutôt mouvementé, je pense qu'on peut le dire. Ouais. Trouver son associé, ce n'est pas une chose aisée. C'est bien plus dur que recruter des talents ou autre, et surtout quand tu veux quelqu'un de complémentaire, avec une vision commune et avec qui il y a un vrai fit humain et où on peut se projeter dans le futur. C'est quoi le secret de la longévité de votre binôme et les peut-être quelques enseignements que tu as identifiés qu'on pourrait partager à ceux qui nous écoutent pour trouver ou fitter avec son associé? Le secret, alors je ne sais pas si c'est un secret, mais en tout cas, quelque chose qui est clé pour nous, c'est la communication. On échange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, il y a eu des périodes où on a un peu moins échangé. On a vu que ça s'est directement ressenti sur un peu tout le reste. Et donc, ça, c'est une chose hyper importante de communiquer, d'échanger, de partager, d'être ultra transparent et de se dire les choses, en fait. On a, entre guillemets, rien à se cacher et on ne doit pas jouer un rôle, en fait, quand on est ensemble. Donc, d'être ultra transparent et de communiquer. Ça, si je dois donner un secret qui n'en est pas un, finalement, c'est ça. Vraiment de communiquer, de collaborer tout le temps, d'être hyper aligné sur là où tu veux aller. Même, en fait, le fait d'être aligné, c'est un vrai sujet aussi parce que tu peux être aligné au début quand tu crées la boîte, aligné quand tu la développes, mais il faut être aussi aligné quand ça ne va pas. Il faut être aussi aligné quand tu gagnes de l'argent. Il faut être aligné quand tu lèves de l'argent. Tu as plein d'étapes en fait qui sont finalement une autre manière de fonctionner. Donc l'alignement ensemble, c'est hyper important. Tu évoquais tout à l'heure, et je n'ai pas forcément rebondi, que le fait d'avoir été deux, même dans ces challenges assez dingues, c'était vraiment une force. À quel point c'était une force et est-ce que tu penses que seul ou avec une personne différente ou avoir mais vous auriez géré la chose différemment ou même peut-être vous n'auriez pas géré la chose et peut-être qu'aujourd'hui il n'y aurait même pas cet échange, tu vois. C'est sûr qu'il n'y aurait pas cet échange. Ouais. Parce que alors, on est passé par des étapes hyper compliquées, donc du coup on aurait abandonné, on se l'est dit plein de fois. Et à des moments, on se disait mutuellement, j'ai envie d'arrêter, quoi. Ça me saoule. Et là, tu as l'autre qui est complémentaire et qui te dit non, qui te remet un coup de boost et il faut y aller. Donc en fait, oui, clairement, si on n'avait pas été nous deux, on ne serait pas là du tout aujourd'hui. Pas du tout. Alors après, je parle de nous deux parce qu'on parle de l'association, mais derrière, tu as quand même nous deux tout seuls, c'est pareil, ça n'aurait pas suffi. Il y a toute une équipe derrière et on a besoin d'eux au quotidien pour atteindre notre objectif. Mais oui, l'association est hyper importante. Ouais. Et aujourd'hui, justement, tu parles de l'équipe encore une fois. Cette équipe, elle était là aussi pour vous soutenir et au courant de toutes les problématiques auxquelles vous faisiez face à ce moment-là? Pas forcément, non. Ok. Alors pour nous soutenir, oui, mais pour qu'on te soutienne, il faut dire que tu as besoin d'un peu de soutien ou le montrer. Et nous, justement, on a fait en sorte de ne pas le montrer. Alors, on a été quand même transparent sur pas mal de choses. De toute façon, au bout d'un moment, tu n'as plus trop le choix, en fait, quand tu vois des contrôles arriver. On a eu à un moment donné, je ne l'ai même pas dit, mais les policiers en civil qui sont venus pour nous remettre une demande de fermeture administrative. Avec une arme à la ceinture, donc tu les vois traverser le bureau, tout le monde les voit, se dit mais qu'est-ce qui se passe, il y a un truc, donc tu es obligé en fait d'être transparent et de communiquer. On a essayé d'être le plus pédagogue possible, mais tu peux quand même pas tout dire. Parce que, peut-être que tu peux d'ailleurs, mais nous on a choisi de limiter parfois ce qu'on disait parce que par peur en fait de brouiller la vision de la personne et de venir un peu faire tâche dans sa mission au quotidien. Si tu te dis que la boîte va fermer, en fait, tu as deux options. Soit tu te dis, je vais tout faire pour la sauver. C'est ce que peut se dire un entrepreneur, un fondateur ou des personnes qui sont là au tout début. Si on te dit ça et que tu as été embauché il y a 6 mois, en fait, tu peux peut-être plus te dire, je vais passer un peu de temps quand même à rechercher un peu du job parce que s'il ferme, je me retrouve sans rien, quoi. Ouais. Et donc, c'est un peu là-dessus où tu dois quand même un peu faire la part des choses. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a décidé de faire.
mais sans pour autant cacher les choses. Il faut quand même rester transparent et communiquer parce qu'il ne faut pas oublier que là, j'ai beaucoup parlé de nous qui construisons l'équipe et l'envie de développer, et voilà. Mais tu as aussi de l'autre côté la personne qui rejoint une équipe. Elle a envie de s'investir à fond, de faire partie du projet. Et donc, il faut lui donner ces clés-là pour qu'elle soit à fond dedans, quoi. Ouais, la rassurer, Ouais. cadrer. Et si on revient sur cette anecdote que tu viens de me partager, qui n'est pas anodine, toi, tu sais que tout ce que vous faites dans la boîte, c'est carré, c'est clean. Vous avez juste envie de faire correctement votre travail et de mener à bien la mission. Tu as des policiers en civil qui viennent armés, qui traversent les bureaux et tu vois tous tes collaborateurs qui tournent la tête et qui les regardent les uns après les autres passer. Comment tu gères cette situation pour prendre rapidement une bonne décision, communiquer correctement à tes équipes parce que quand on raconte l'histoire après coup, c'est toujours plus simple. Mais quand on est dans la situation, si quelqu'un qui nous écoute peut faire face à une situation similaire ou du même ordre, dans un autre type, en tout cas, je ne leur souhaite pas au Non, niveau moi que vous non l'avez plus. vécu. Mais comment tu prends ta décision? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment vous communiquez, Romain et toi, ou peut-être d'autres personnes qui ont pris part aussi à ces communications? Ça peut être intéressant de voir ça. En fait, alors déjà, tu n'es pas préparé du tout à ces sujets. Donc, tu le vis hyper à chaud et faut y aller, quoi. T'as pas le choix. Là, en l'occurrence, on venait nous rendre une convocation pour signer la fermeture administrative. Donc, il y a une grosse mise en scène pour finalement pas grand-chose. Donc, ça a fait retomber pas mal le sujet. Et en fait, première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est parlé avec Romain. On s'est isolé un peu tous les deux. Donc, tu laisses un peu ton équipe finalement un peu sans info pendant quelques instants. Ça dure pas très longtemps parce que tu reviens rapidement vers eux. Alors, nous, on avait une salle de réunion. On s'est mis à l'écart et on s'est parlé, on s'est dit, OK, faut qu'on communique un peu, qu'on explique ça. Et donc, tu temporises, en fait. Tu prends un petit peu de temps pour préparer ce que tu vas dire. Et en même temps, tu n'as pas beaucoup d'infos. Donc, c'est ça qui est assez compliqué parce que tu n'as que l'action qui s'est passée, mais pourquoi ils sont venus comme ça, enfin, tu ne sais pas, en fait, parce que tu ne l'as jamais vécu. Donc, tu essayes de rassurer, mais en même temps, il te manque quand même des clés où toi-même, tu as besoin d'être rassuré sur ce que tu vis. Donc, c'est assez compliqué. Mais finalement, l'équipe peut entendre. De toute façon, elle a vu. Elle a juste besoin que tu sois transparent. Et limite, parfois, il faut te dire, en fait, je ne sais pas. Je n'ai pas les infos. Je reviens vers vous dès que j'ai plus d'éléments. Et voilà. Et en l'occurrence, pour ce sujet-là, on est venu nous remettre une convocation. Et on voulait faire auditionner en fait toutes nos équipes pour essayer de prendre des infos auprès des équipes. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rapidement contacté notre avocat qui nous accompagnait, qui était notre numéro favori à cette période-là sur notre portable. Et lui nous a dit on va préparer l'équipe à ces auditions parce que c'est pas anodin en fait de vivre ça. Et pour l'avoir fait, tu te rends compte à quel point tu es un peu baladé dans tous les sens pour faire dire un truc que tu n'as pas forcément envie de dire. Et donc, on est revenu aussi vers l'équipe avec un peu plus de contexte sur comment ça va se passer. On a un avocat qui vient donner beaucoup plus de légitimité sur nos dires, parce que tu peux avoir aussi l'équipe qui commence à se dire, en fait, est-ce qu'il ne nous raconte pas n'importe quoi, tu vois, tu peux douter de tout ça. Et donc là, le fait que ton avocat vienne et apporte un peu sa vision des choses avec sa manière de présenter le truc, c'est assez intéressant. Et ça peut être, donc là, c'était un avocat, mais ça peut être quelqu'un complètement d'extérieur à la boîte qui peut prendre le pas de recul nécessaire pour guider et apporter les éléments de réponse, quoi. Même si parfois, tu ne sais pas tout, quoi. Ouais, complètement. Pour garder les équipes finalement motivées, le collectif soudé également, Ouais, c'est important. la culture ancrée pour continuer à avancer, parce que pendant ce temps-là, il faut continuer à faire avancer la boîte. Un autre point, je reviens dessus, c'est le moment où vous vous faites coacher, vous vous faites former. Maintenant, tu en es convaincu, je pense, la formation, le coaching, l'accompagnement, c'est clé. Si tu as envie d'évoluer au niveau de l'évolution de ton entreprise, pareil, faire évoluer tes collaborateurs, j'imagine que vous le faites, et c'est capital. Beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent en ont conscience,
C'est la raison peut-être aussi pour laquelle ils écoutent ce Ouais, podcast, bien sûr. consomment du contenu, etc. C'est une bonne manière de se coacher, hein. C'est une très bonne manière de se coacher, effectivement, mais aujourd'hui, on est face à un problématique de par Internet et autres, c'est que l'accès à l'information, il est devenu beaucoup trop accessible et commun. Il y a beaucoup trop d'informations et parfois, c'est assez compliqué de faire le tri dans toutes ces informations, au même titre que lorsque tu vas faire le tri pour choisir un bon consultant, un bon coach, un bon mentor, un bon accompagnant ou peu importe, eh bien, c'est assez complexe. Dans ton cas, comment est-ce que vous avez fait justement pour bien choisir les sujets et les personnes sur lesquelles vous allez vous faire accompagner pour pouvoir grandir, avancer au rythme de l'entreprise et répondre à ces nouveaux enjeux de croissance que vous aviez? En fait, sur Internet, tu as beaucoup de contenu gratuit, accessible facilement, mais tu vas être hyper limité finalement. Il va falloir creuser un peu plus et surtout avoir des infos beaucoup plus personnelles et personnalisées pour le profil qui se fait coacher. Donc nous, on avait regardé un peu des choses, donc tu regardes t'écoutes des podcasts, donc c'est des super moyens en fait pour déjà te prendre conscience du besoin. Mais derrière, il va falloir aller un cran plus loin quand même. C'est un peu comme si tu te dis, tu fais du sport sur une appli et là, tu as un coach sportif qui vient et qui t'aide à faire du sport, tu vois. Ouais. Le sport avec une appli, c'est finalement, tu vas pouvoir le faire de chez toi, ça te coûte pas cher, c'est facile. Mais quand tu vas faire le premier exercice avec ton coach sportif, il va te dire, en fait, là, tu t'es pas bien positionné, il faut que tu te mettes comme ci, comme ça. Et en fait, la même séance, tu vas te rendre compte que tu vas te dire, waouh, c'est ouf, je suis beaucoup plus fatigué que ce que j'avais fait avant, quoi. Et donc là, c'est là que tu vois en fait un peu la différence. Nous, on a cherché, on a vu différents profils, différents coachs pour nous accompagner. On nous en a recommandé aussi. Et en fait, comment on a fonctionné pour choisir, c'est beaucoup au feeling, au premier échange ressenti, et voir à quel point on était un peu impressionné par le parcours de la personne qui allait nous coacher. Ça, c'était assez important pour nous, parce que dans ce secteur, tu as beaucoup de personnes qui sont nées coach. Donc, ils sont très forts pour te coacher, ils ont suivi des formations, ils sont experts là-dedans. Mais moi, enfin, personnellement, et Romain, c'était pareil, on n'avait pas envie de ça. On n'avait pas envie de quelqu'un qui s'était formé, qui était devenu coach et qui avait un peu toutes les clés. On avait envie de quelqu'un qui avait déjà vécu ce qu'on avait vécu. Alors, tu ne peux pas trouver exactement la même chose, mais d'un entrepreneur, quelqu'un qui avait construit des équipes, développé. Et donc, c'est ce qu'on a choisi pour nous accompagner. Donc, c'est très personnel parce que j'ai échangé avec d'autres coachs et c'est des coachs qui travaillent beaucoup, donc qui sont sollicités par pas mal de monde. Mais aujourd'hui, nous, on a fonctionné comme ça. Après, pour notre équipe, on a trouvé donc nous, on s'est fait coacher avec Romain pendant à peu près 6-8 mois. C'est au moment où on a pris conscience surtout que finalement, on était des dirigeants d'une boîte cotée, mais est-ce que le permis libre n'avait pas plus besoin de recruter un vrai dirigeant de boîte cotée plutôt que nous avoir, nous, qui étaient fondateurs? Et donc, pour évoluer et devenir meilleur. Mais après, on s'est fait accompagner aussi et on continue de se faire accompagner au niveau de l'équipe au global. Et là, ce n'est pas les mêmes profils. Là, tu as des profils qui sont beaucoup plus dans le management, la cohésion d'équipe, et qui vont pouvoir accompagner en fait différents profils en fonction de leurs besoins, parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Ok. Donc en gros, pour vous, vos besoins de CEO, de dirigeant, vous avez pris quelqu'un qui vous inspirait, qui avait lui-même fait ce chemin. Et pour les besoins de l'équipe, vous avez pris des gens aussi légitimes, mais mettre plus de granularité dans les besoins et les enjeux du quotidien. Exactement, ouais. Pour pouvoir les faire monter en compétences. Il y a un autre sujet, c'est que je l'avais rapidement évoqué tout à l'heure, mais que ce soit Romain ou toi, c'est quand même assez particulier de sortir de l'école, première boîte, on monte les échelons, ça fonctionne, etc. C'est un cadeau, mais ça peut aussi être un cadeau empoisonné parce que finalement, il y a plein d'erreurs, il y a plein de choses qu'on va faire, etc., qui vont nous permettre de grandir et qui vont nous permettre après de construire une entreprise. Si tu devais t'adresser à un jeune entrepreneur qui nous écoute, qui est motivé, qui est peut-être encore à l'école, qui est aux études, qui est plein d'ambition, qui cherche son idée un petit peu comme Romain et toi, il y a de ça 10 ans maintenant, et qui peut-être il se dit « Waouh, vraiment ça m'inspire, j'ai envie de marcher dans ces traces-là de Romain et Lucas ». Quel conseil tu lui donnerais pour peut-être éviter
certaines erreurs que vous avez commises au fur et à mesure des ans et qui, l'expérience, vous aurez évité de les faire? En effet, c'est compliqué de se lancer de zéro et jeune, sans expérience. On avait quelques expériences pro dans des boîtes. Moi, j'avais fait mes études en alternance, Romain avait travaillé en parallèle de ses études. Donc, on avait vu un peu le monde de l'entreprise, mais c'était quand même assez limité. Et il y avait plein de clés qu'on n'avait pas, en fait, tout au long de notre parcours, et notamment, j'en parlais tout à l'heure, pour le recrutement. Si je dois donner un conseil à quelqu'un qui se lance aujourd'hui, qui a envie de se lancer, je vais peut-être en donner deux, c'est d'y aller, de foncer, de ne pas forcément écouter les petites oppositions qu'il pourrait avoir à côté, parce que tu as toujours des gens qui ont un peu peur, qui vont dire mais attention, il y a des risques, etc. Alors, il faut quand même identifier les risques, mais si tu as fait un travail sur toi, sur ton projet, faut foncer, faut vraiment pas hésiter. Et nous, c'est ce qu'on a fait, en fait. On avait, donc, vu qu'on était jeunes, c'était aussi, je pense, une force, parce qu'on parle du fait de ne pas avoir d'expérience et du coup des points un peu faibles. Mais en réalité, la force, c'est qu'on n'a pas d'a priori non plus. On n'a rien à perdre. Et du coup, c'est beaucoup plus dur pour quelqu'un, je pense, parce que maintenant, avec des enfants, une famille et puis une responsabilité là-dessus, c'est plus dur de se dire, si demain, je dois prendre le risque de plus avoir de revenus, de partir de zéro et de me lancer, là, pour moi, ça serait beaucoup plus compliqué. Donc, du coup, c'est une chance d'être jeune et de foncer et de rien avoir à perdre. Et donc, il faut y aller à fond. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est de bien s'entourer. Ça, tu peux avoir... en fait, aujourd'hui, tu le vis beaucoup plus que moi avec ton activité entrepreneurs.com. Mais en fait, aujourd'hui, tu as plein de réseaux, plein de groupes qui te permettent de rencontrer des gens, de te faire aider dans ta phase de création d'entreprise et d'entrepreneuriat. Il faut surtout pas ne pas en profiter. Il faut vraiment y aller à fond là-dedans parce que tu peux avoir des tonnes de conseils et finalement apprendre beaucoup plus vite avec le partage et tout ça. Et après, t'entourer évidemment au niveau de ta boîte, trouver le bon partenaire, le bon associé, ou si tu veux te lancer tout seul, trouver les bons collaborateurs au début. Mais ouais, le fait de s'entourer et foncer, c'est pas des conseils monstrueux, mais je pense que c'est les choses les plus importantes pour moi. Effectivement, c'est la base et c'est souvent ce qui ressort. Mais souvent, ce qui ressort, c'est parfois les choses les plus simples qui sont les plus efficaces. Donc, je te rejoins effectivement. Merci Lucas pour toute la valeur qui a été délivrée dans cet épisode. J'ai vraiment adoré cet épisode. J'ai une dernière question à te poser, mais avant ça, pour celles et ceux qui nous ont écoutés, si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode et cet échange, faites-le nous savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en partageant cette vidéo également, en interagissant sur le post LinkedIn qui va mettre en avant cette histoire, ce parcours inspirant. Ma dernière question pour toi, c'est est-ce que tu peux nous partager un déclic, peut-être le déclic qui a littéralement créé une transformation, je dirais, identitaire chez toi, que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode, que peut-être tu n'as jamais encore partagé dans aucune interview. Ça peut être une situation, une simple phrase, une anecdote, quelque chose de positif, quelque chose de moins positif, peu importe. Tu as carte blanche pour le mot de la fin. Ça remonte presque au tout début, quand je me suis dit, en fait, trouver un job, c'est compliqué. Et donc, le vrai déclic, c'est quand j'ai compris que créer son propre job, c'était beaucoup plus facile que de trouver le job de tes rêves dans la boîte qui te va bien, dans le cadre de vie qui te va bien et de cocher toutes les cases comme ça, quand c'est pas toi qui l'as créé. Et donc là, en fait, j'ai eu ce déclic au début, en me disant, mais en fait, il faut y aller, quoi. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Faut pas avoir de crainte, faut foncer. Et puis, je vais vivre au fur et à mesure les choses que je devrais vivre, quoi. De toute façon, s'il y aura des marches à franchir, je les franchirai. Mais j'avais peur, finalement, dans le monde du salarié et pas de l'entrepreneuriat, de ne pas réussir à trouver le job qui allait me faire rêver. Donc aujourd'hui, ça, je m'en sers pour le cadre de vie et ce qu'on essaye d'incarner dans la boîte, tout le confort qu'on essaye d'apporter pour que toutes les équipes puissent trouver leurs rêves et leurs objectifs au niveau de la boîte. Mais ouais, j'ai eu ce gros déclic au départ en me disant, en fait, si je ne crée pas mon job, je n'arriverai pas à trouver le job qui me va, quoi. Merci Lucas. Voilà. Merci à toi, Alec.